Voilà, Laurent Grzybowski, merci d'être là en ce dimanche matin de bonne heure, de bonne humeur. Voilà, nous le connaissons depuis des années. Depuis janvier 2015, il coordonne notre grande rencontre interreligieuse qui rassemble à l'abbaye 250 personnes chaque année en fin janvier. Et nous vous en parlerons à la fin de notre visioconférence. Sacrée liberté d'expression, c'est le thème de sa conférence ce matin. En tant que journaliste à l'hebdomadaire La Vie et enseignant à l'Institut français de presse, il a envie de nous en parler. Pourquoi ? Des attentats contre Charlie Hebdo jusqu'à l'assassinat de Samuel Paty, la liberté d'expression est régulièrement invoquée par ceux qui craignent, à juste titre, un retour de la censure et la remise en cause des valeurs républicaines. Mais quels sont les contours de cette liberté si précieuse ? Et puis ce mot sacré que nous avons ajouté dans le titre, il nous invite à nous interroger ce matin sur ce qui est sacré aujourd'hui pour la société comme pour chacun d'entre nous. Dans un monde pluraliste et de plus en plus interconnecté, comment conjuguer liberté, responsabilité et respect de l'autre? Pourquoi j'ai pas de son? Voilà, c'est à vous, Laurent Grzybowski, de prendre la parole. Eh bien, bonjour à tous. Voilà, je me réjouis beaucoup d'être. On a voulu, je crois, faire une tentative ce matin, voir ce que ça pouvait donner de faire une conférence le dimanche matin. Donc, voilà, on voit qu'il y a quand même des personnes qui sont, comment dire, bon pied, bon oeil. Hein, voilà, un dimanche d'hiver. Donc, merci à vous d'être là. Et c'est vrai que j'avais envie d'évoquer ce thème avec vous. Une chose que n'a pas précisé Magali Théier, c'est le fait que je fais partie aussi d'une association de journalistes, une association qui regroupe des journalistes de l'AFP, du Monde, de La Vie. La Vie fait partie du groupe Le Monde d'ailleurs, donc il y a tous les journaux, tous les titres du groupe. Il y a également l'Obs, Courrier International. Et cette association intervient en milieu scolaire, collège, lycée, dans le cadre de ce qu'on appelle l'éducation aux médias, et pour permettre à des jeunes, à des adolescents, d'avoir à la fois des clés de lecture pour comprendre les médias, la fabrication de l'information, pouvoir déceler les fake news, parce qu'aujourd'hui nous sommes à l'ère des fake news, comme vous le savez, pour pouvoir se faire une idée juste de l'actualité, et pour décrypter, pour développer leur esprit critique face aux médias, et développer aussi une approche pluraliste qui évidemment est celle de nos démocraties. Voilà. Et donc j'interviens beaucoup dans des collèges et des lycées en région parisienne, mais aussi dans la région de Rennes, où je me rends souvent. Et la question de la liberté d'expression est évidemment une question qui revient beaucoup auprès des jeunes, et qui souvenez-vous, il y a eu, on ne l'a pas cité dans le petit argumentaire, mais il y a eu aussi l'affaire Mila. Et c'est vrai que cette question de la liberté d'expression est donc aujourd'hui intéresse et questionne beaucoup de jeunes également. Voilà. Et donc j'ai l'occasion d'intervenir aussi auprès d'eux dans le cadre de cette association Entre les lignes. D'ailleurs, si certains parmi vous travaillent dans des établissements scolaires, sachez que vous trouverez, il y a un site internet Entre les lignes, et vous pouvez faire appel donc à des journalistes de l'AFP, du Monde, de La Vie, de Courrier, de l'Obs, pour venir intervenir, faire des ateliers dans les classes. Voilà. J'ai organisé mon propos en 3 parties. C'est tout à fait banal, mais voilà, je vous les donne. Si je retrouve mon petit papier, le voilà. D'abord, je voudrais développer la liberté d'expression comme un principe démocratique, et expliquer quelle est l'origine de cette liberté d'expression, voilà, telle qu'elle est définie dans les lois, dans la loi et dans la loi fondamentale. Ensuite, dans une deuxième partie, je voudrais montrer que la liberté d'expression n'est jamais absolue, contrairement à certains discours qu'on peut entendre, qu'elle est limitée. C'est un droit limité, et qu'il y a des limites d'ailleurs qui sont, vous allez le voir, assez nombreuses. Voilà. Donc la liberté d'expression n'est jamais illimitée, et elle comporte un certain nombre de limites, inscrites d'ailleurs dans la loi. Et on parlera évidemment surtout de la situation française, hein, parce que évidemment chaque pays peut avoir des lois différentes, mais là je m'inscris plutôt dans le système démocratique. Et enfin, la troisième partie, ça sera la nôtre, la vôtre,
nous allons la faire, enfin je l'introduirai évidemment, mais je me suis dit que la troisième partie, nous allions la faire ensemble, parce que je crois beaucoup à l'échange, au débat, au dialogue, voilà. Donc, et cette troisième partie, c'est finalement s'interroger ensemble sur ce qui est sacré pour nous. Vous avez vu qu'on avait intitulé Sacrée liberté d'expression, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que la liberté d'expression, on se rend compte qu'elle a quelque chose à voir avec le sacré. Elle peut venir toucher ce qu'il y a de plus sacré en nous, ou ce qu'il y a de plus sacré au sein de nos sociétés, de notre société démocratique. Et donc, je trouve intéressant qu'on s'interroge aussi sur ce qui est sacré pour chacun d'entre nous ou pour notre société, et du coup de s'interroger aussi sur le rapport, c'est une autre question mais qui est un peu liée, sur le rapport entre le légal et le moral. Voilà. C'est-à-dire que la liberté d'expression est encadrée par la loi, elle est définie et encadrée par la loi, mais je pense que son usage, quel usage finalement faire de la liberté d'expression, et quand on se pose cette question de quel usage, on arrive bien sûr dans le domaine de la morale, de l'éthique, puisque vous savez comme moi, je trouve que la plus belle définition de la morale, c'est celle qu'a donnée un jour André Comte-Sponville dans l'une de ses conférences, où je l'ai entendu dire que la morale, c'est savoir dire oui et savoir dire non. Et j'ai trouvé que c'était une très belle définition de la morale. Voilà, la question de la décision, du choix, à quoi on dit oui, à quoi on dit non. Voilà. Et donc, nous pourrons mener cette réflexion ensemble si vous le voulez bien. Voilà, donc ces trois parties, principe démocratique, un droit limité, et quel usage, qu'est-ce qui est sacré pour nous, et le lien entre le légal et le moral. Commençons donc par la première partie, par le principe démocratique. La liberté d'expression est définie par la déclaration. Alors je vais commencer par, vous savez, souvent, j'ai remarqué en France, on cite souvent la déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Personnellement, moi je suis encore plus attaché à la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui a toujours été pour moi une boussole, à la fois dans mon travail de journaliste et dans mon travail aussi de militant associatif, de militant des droits de l'homme. Je suis membre depuis quelques années aussi, enfin pas mal d'années, d'un mouvement comme Reporters sans frontières ou Amnesty International. Et donc c'est vrai que ma boussole a toujours été celle des droits de l'homme et celle de la Déclaration universelle qui me paraît plus développée, plus aboutie et plus moderne, plus actuelle que la Déclaration des citoyens, la Déclaration de 1789, qui me semble être davantage dans les prémices de ces droits. Voilà. Donc la liberté d'expression, mais je vais la citer aussi, bien sûr, parce qu'on ne peut pas parler de liberté d'expression sans se référer à tous les textes qui la fondent aujourd'hui, et notamment dans notre Constitution. La liberté d'expression donc est définie par la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, qui dispose que, ouvrez les guillemets, tout individu a droit à la liberté d'opinion et d'expression, ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et celui de chercher, de recevoir et de répandre sans considération de frontières les informations et les idées par quelque moyen d'expression que ce soit. Fermez les guillemets. La liberté d'expression est aussi définie et protégée dans l'article 10 de la... Donc ça, c'était l'article 19 de la Déclaration universelle des droits de l'homme. La liberté d'expression est aussi définie et protégée par l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, qui, en beaucoup de points, est un peu un copier-coller, enfin, qui ressemble à beaucoup d'égards à la Déclaration universelle, et qui constitue l'un des fondements essentiels d'une société démocratique. J'en parlerai tout à l'heure, le Conseil national consultatif des droits de l'homme qui existe en France, qui est une instance indépendante et qui donne un certain nombre d'avis sur des faits d'actualité et notamment sur des choses qui concernent les droits de l'homme et donc la liberté d'expression, est fondamentalement préoccupé par la sauvegarde et au besoin par l'extension de l'espace public de libre discussion qui est consubstantiel à la démocratie et à l'état de droit. Le Conseil constitutionnel a réaffirmé en 1994 que la liberté d'expression était une liberté fondamentale d'autant plus précieuse que son existence est une des garanties essentielles du respect des autres droits et libertés.
Il s'agit tout à la fois d'une liberté individuelle et d'une liberté collective. Pourtant, cette liberté reste fragile, voire menacée, et en la matière, aucun pays n'est à l'abri des critiques, et en particulier la France. Pour en revenir à la Convention européenne de ces droits de l'homme, donc l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, je vous cite cet extrait de la Convention européenne. Donc, elle date, du 4 novembre 1950. Hein. Donc, finalement, 2 ans, elle a été rédigée dans le cadre du Conseil de l'Europe, 2 ans après la Déclaration universelle, qui est aussi la charte, finalement, de l'ONU, comme vous le savez. Donc, voici l'article en question. Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorité publique et sans considération de frontières. Le présent article n'empêche pas les États de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d'autorisation. Et puis, il y a un autre article concomitant, dans l'article 10, enfin un autre alinéa. L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi qui constituent des mesures nécessaires dans une société démocratique à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d'autrui pour empêcher la divulgation d'informations confidentielles ou pour garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire. Voilà. Autre chose encore. Alors maintenant, j'en viens à l'article 10 et 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, donc du 26 août 1789. Vous voyez, je reviens en arrière et je n'oublie pas notre révolution. L'article 10. Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leurs manifestations ne troublent pas l'ordre public établi par la loi. L'article 11. La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme. Tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre à l'abus de cette liberté. Là, c'est la première fois, vous voyez, qu'intervient d'ailleurs la notion d'abus. On peut donc abuser de la liberté, c'est intéressant, je trouve, sauf à répondre à l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi. Alors, je vous parlais tout à l'heure, je vous ai parlé un peu prématurément, mais je vais en parler davantage maintenant, de la Commission nationale consultative des droits de l'homme, donc, qui est donc une instance indépendante, dont la mission est d'émettre un certain nombre d'avis, des avis juridiques hein, en lien avec les droits de l'homme, pour le gouvernement et pour la société française, et ces avis sont généralement assez écoutés. Et donc, j'ai relevé 2 avis concernant notre sujet d'aujourd'hui, sur la liberté d'expression. Un avis sur la lutte contre la diffamation des religions, puisque c'est un peu à cette occasion que nous parlons de la liberté d'expression. Évidemment, c'est par rapport à ce qui s'est produit ces dernières années, Charlie Hebdo, etc., toutes ces affaires un peu récurrentes autour de la religion, de la question du droit au blasphème. Voilà. Ça me gêne toujours, je vais vous dire, de parler de blasphème quand on parle de droit, parce qu'en fait, dans une société démocratique et pluraliste, le blasphème n'existe pas en toute logique. Le blasphème est une notion religieuse, j'ai presque envie de dire intra-religieuse. Voilà. Donc, il peut y avoir un blasphème à l'intérieur d'une religion, éventuellement, même si je ne suis pas fan, évidemment, de cette notion de blasphème, vous vous en doutez. Mais en tous les cas, ça ne peut en aucun cas, et ça n'est dans une société démocratique comme la nôtre, ça ne peut en aucun cas être un principe de droit. Dire le blasphème, c'est un problème interne aux religions. Hein. Donc voilà, c'est pour ça que je suis toujours un peu gêné de parler de droit au blasphème, puisque évidemment, enfin, c'est une expression qui ne devrait pas avoir lieu d'être. Hein. Même si évidemment, il faut que précisément ce blasphème, entre guillemets, doit pouvoir s'exprimer dans une société pluraliste. Donc voici les 2 avis que j'ai relevés en faisant des recherches pour préparer cette conférence.
émis par la Commission nationale consultative des droits de l'homme, CNCDH. Donc voici l'avis du 12 juin 2008. Suite à l'adoption par le Conseil des droits de l'homme des Nations unies de la résolution 719, engageant les États à renforcer la lutte contre la diffamation religieuse, la CNCDH a été sollicitée afin d'apporter sa contribution au rapport du haut-commissaire et de l'informer de l'état, je passe, de l'application de la résolution en France, soulignant l'importance attachée au principe de la liberté de pensée, de conscience et de religion. La CNCDH fait état dans son avis du respect de ces principes en France. Alors, la CNCDH rappelle que le principe de laïcité constitue une valeur fondatrice de la France qui concilie la liberté de conscience, le pluralisme religieux et la neutralité de l'État. L'interdiction des manifestations de convictions religieuses dans le cadre du service public et du port des signes religieux ostensibles dans les écoles publiques doivent donc être appréhendées dans ce contexte. La première interdiction se justifie par le devoir de neutralité de l'État, obligeant l'administration à présenter des apparences de neutralité, tandis que la seconde a pour objectif de réaffirmer le principe de laïcité en interdisant le prosélytisme religieux excessif. Alors j'avoue que cette notion de prosélytisme religieux excessif me fait un peu sourire parce que là aussi, si je peux me permettre une remarque personnelle, pour moi le prosélytisme n'est pas quelque chose de positif et je ne vois pas comment il peut être excessif ou modéré. Comme s'il pouvait y avoir un prosélytisme modéré. Moi, personnellement, je fais partie de ceux qui dénoncent toute forme de prosélytisme. C'est-à-dire, qu'est-ce que le prosélytisme? C'est simplement la volonté de vouloir convertir l'autre. C'est pas pareil que le témoignage. C'est pas pareil que le fait d'être soi-même. Le prosélytisme, il y a vraiment cette volonté de la conversion de l'autre, voilà, de le ramener à mes thèses, de le ramener à ma doctrine, de le ramener à ma foi. Et donc, je ne vois pas comment il peut être excessif ou modéré. C'est surtout une attitude qui ne me semble pas très juste aujourd'hui dans une société pluraliste. Voilà. Ce qui n'empêche pas, encore une fois, ce que moi j'appelle le témoignage, c'est-à-dire le fait de pouvoir tout simplement être soi-même. Et là, il y a d'ailleurs un vrai débat, on pourra en parler, même si ce n'est pas l'objet de notre conférence, mais la manière dont toute la question du voile est de savoir si vraiment il s'agit d'un objet de prosélytisme, mais vous voyez que c'est comme ça que c'est justifié par le droit, ou s'il s'agit pour des femmes ou des jeunes filles d'être elles-mêmes. Voilà, c'est toute la question qui est posée selon moi. Et tout le monde n'a pas le même regard là-dessus. Mais il est évident que si on considère que le voile est un acte prosélyte, je comprends que ça puisse poser problème. Si on considère que le voile, c'est simplement une extension, un choix personnel, une extension de sa foi, je trouve que ça change un petit peu la donne. Attachée et vigilante au respect de la liberté de conscience, je reprends à nouveau l'avis de la Commission nationale consultative. Attachée et vigilante au respect de la liberté de conscience et de religion, la CNCDH rappelle la nécessité pour les États de mettre en place des plans nationaux pour la lutte contre le racisme et l'intolérance. La nécessité aussi de trouver un juste équilibre entre cette lutte et la garantie de la liberté d'expression. Tout en autorisant les débats ouverts sur tous les sujets, y compris sur les questions relatives à la religion et aux croyances, la loi française, et ça je vais y revenir après, incrimine ainsi les incitations à la discrimination, à la haine ou à la violence en raison de l'appartenance ou non à une race, une ethnie, une nationalité, une religion. La CNCDH estime qu'il n'est ni utile ni souhaitable d'adopter des dispositions plus contraignantes et plus répressives quant à la liberté d'expression. Elle estime nécessaire, dans le même temps, c'est moi qui rajoute ça, d'encourager plutôt le dialogue entre les cultures, les religions et les civilisations. Voilà, ça c'est l'avis donc du 12 juin 2008. Et puis un autre avis plus ancien encore sur la liberté de la presse et la responsabilité des journalistes. Parce qu'il est évident, moi en tant que journaliste, je suis confronté de près, enfin, et concerné de près par cette question de la liberté d'expression. Et je pourrais éventuellement vous en parler tout à l'heure, mais évidemment, c'est au cœur de mon engagement professionnel, cette question-là. Et donc, j'ai voulu aller voir cet avis qui date du 21 mars 1995.
Il n'est pas aisé, même dans les sociétés de vieille tradition démocratique, écrivent les membres de la CNCDH, de concilier de façon satisfaisante la liberté de la presse et la responsabilité que peuvent encourir les professionnels de l'information dans l'exercice de cette liberté. Il importe de tirer toutes les conséquences du droit à l'information, aujourd'hui reconnu comme exigence légitime du public. Le présent avis entend parer aux lacunes les plus évidentes en matière déontologique, notamment dans le domaine de la presse écrite. Donc ça tombe bien, c'est mon domaine. Bien qu'elle rappelle que des textes nationaux comme régionaux et internationaux mentionnent expressément parmi les restrictions nécessaires à la liberté de communication prévues par la loi, celle qu'impose le respect de la réputation et les droits d'autrui, des droits d'autrui, et que la législation française définit les obligations des journalistes susceptibles d'être judiciairement sanctionnées. La CNCDH rappelle aussi que les obligations légales doivent être complétées par des obligations déontologiques permettant de prévenir plus usuellement les atteintes les plus courantes à la réputation et aux droits d'autrui. Donc on découvre là aussi, je trouve ça intéressant, cette piste, qu'il y a la question légale, mais en ce qui concerne les journalistes, donc ceux dont la profession finalement est d'user de cette liberté, d'user sans abuser de cette liberté d'expression, il y a la question déontologique qui intervient et qui peut, je trouve, être une piste de réflexion intéressante. La loi ne dit pas tout. Voilà, la loi ne peut pas tout. Et peut-être que la déontologie, qui est en quelque sorte une loi interne, une loi intégrée, une loi non écrite, enfin même elle peut l'être parfois, mais en tous les cas une loi intégrée, la déontologie peut nous aider aussi à comprendre comment user sans abuser de la liberté d'expression. En ce qui concerne les journalistes professionnels, la CNCDH propose que soit établi à l'initiative des organisations un code déontologique de la profession, s'inspirant notamment de la Charte française des devoirs professionnels adoptée en 1918 et révisée en 1938, et de la Charte internationale dite de Munich adoptée en 1971. Alors malheureusement, j'ai le regret de vous annoncer que ce code déontologique, alors, il existe, il y a un code de déontologie journalistique, mais je peux vous dire que beaucoup de journalistes l'ignorent. Je pense que, on va dire peut-être 90% des journalistes ignorent même son existence, ou en tous les cas, s'ils ne l'ignorent pas, je ne suis pas sûr que beaucoup s'y soient plongés et l'aient étudié de près. Ça, c'est un regret personnel un peu, mais je me rends compte que c'est malheureusement très peu connu et souvent peu appliqué. Voilà, que toute demande d'attribution de la carte d'identité professionnelle soit subordonnée à une adhésion expresse au principe de ce code. J'ai une carte professionnelle depuis plus de 30 ans et on ne m'a jamais demandé une adhésion expresse au principe de ce code. Voilà, je le regrette. Enfin, que toute violation grave des 10 principes allant en rupture de l'engagement contracté entraîne le non-renouvellement de la carte. Nous en sommes loin, je peux vous l'assurer. Voilà. En ce qui concerne les entreprises de presse, elle propose que chaque entreprise de presse soit incitée à créer un organe de défense des lecteurs. Alors ça, il se trouve que je travaille à l'AVI et nous sommes très bien placés à l'AVI parce que nous sommes l'un des rares journaux dans le paysage médiatique français, dans le domaine de la presse, à avoir une association de lecteurs qui est très active, qui d'ailleurs participe à la vie de l'abbaye de Saint-Jacques, notamment à travers ce fameux colloque interreligieux dont Magali vous reparlera tout à l'heure, puisque le prochain a lieu dans 15 jours. Et donc, nous avons à l'AVI, effectivement, une association de lecteurs qui est extrêmement active et qui est un peu une des interlocutrices, on peut dire, de la rédaction en chef et de la direction du journal. Et il y a donc un vrai dialogue avec nos lecteurs grâce à cette association. Et peut-être que d'ailleurs, comme une publicité a été faite auprès des Amis de la Vie, peut-être que parmi les auditeurs de ce jour, certains font partie des Amis de la Vie, ou en tous les cas en sont lecteurs, et donc je les salue au passage. Et donc, voilà, je vais m'arrêter là pour ce qui concerne plus spécifiquement les journalistes, mais c'est vrai que les journalistes sont professionnellement concernés par cette question de la liberté d'expression, peut-être encore plus que d'autres. Alors, il y a aussi, à côté du droit international, du droit français, à côté de la déontologie, il y a aussi la jurisprudence, puisque vous savez qu'il y a eu ces dernières années, et il y en aura encore beaucoup de procès
ou dans tous les cas d'actions juridiques liées à l'exercice de la liberté d'expression et à ses possibles dérives ou à ses abus, pour reprendre les termes du législateur. Et donc, la liberté d'expression est considérée comme l'un des fondements de la société démocratique par la Cour européenne des droits de l'homme, dans son article 10, et par là même comme l'un des fondements de sa jurisprudence. Excusez-moi. En garantissant la clarté du débat démocratique, la liberté d'expression, sous toutes ses formes, contribue au respect du principe de prééminence du droit. La présentation de la liberté d'expression dans les constitutions nationales varie profondément. Il faut le dire, la liberté d'expression est un acquis, j'aurais pu d'ailleurs presque commencer par là, du courant des Lumières développé au cours du XVIIIe siècle en Europe comme outre-Atlantique, où l'individualisme, couplé avec l'abolition des privilèges, particulièrement dans la France de 1789, ou aux États-Unis avec celle de toute forme de soumission à un pouvoir, a consacré le rôle central de l'homme dans l'organisation démocratique de la vie sociale et a développé la nécessité pour chacun de s'exprimer librement, alors que cette liberté était auparavant dévolue aux seules autorités royales et religieuses. Voilà. Et donc, on voit que la liberté d'expression a beaucoup à voir avec l'individualisme. L'individualisme, non pas comme un… Faisons attention, il y a souvent une incompréhension sur ce terme. Hein. Ne prenez pas l'individualisme comme on l'utilise souvent à tort, je dirais comme un précepte moral. L'individualisme, c'est pas bien. Enfin, on confond finalement individualisme et égocentrisme ou égoïsme. Hein. Non, l'individualisme, c'est ce courant né avec les Lumières, effectivement, qui remet l'individu. Moi, étant un disciple d'Emmanuel Mounier, je préfère parler de la personne, mais bon, voilà, en tous les cas, à l'époque, le concept était celui de l'individu. Moi, je suis plutôt un personnaliste, mais voilà. En tous les cas, l'individualisme, ce n'est pas une notion morale, hein, soyons clairs, c'est une notion, on va dire, plutôt un concept philosophique pour dire combien nous en sommes les héritiers aujourd'hui, hein, heureusement. Heureusement, je ne sais pas, mais en tous les cas, c'est ainsi que notre société fonctionne. C'est vraiment l'individu qui est au cœur de ce dispositif. Et la question de la liberté d'expression est donc liée à cette mise en valeur, à ce respect de l'individu et donc de ses droits. Voilà. Mais alors, la liberté d'expression, et c'est là que nous allons arriver à la deuxième partie de mon propos. J'espère que je n'ai pas débordé, non, ça va, mais il est temps, effectivement, j'avais prévu de m'arrêter à moins le quart, mais voilà, je pense que ça va être jouable pour qu'on puisse avoir un vrai débat, un véritable échange. Voici la deuxième partie qui est donc les limites. Hein, les limites de la liberté. Maintenant que j'ai exposé un peu les fondements, et vous voyez bien comment la liberté d'expression est intrinsèquement liée non seulement à l'individualisme, mais à la démocratie, au pluralisme. Voilà, on pourrait mettre tous ces mots ensemble. Et donc, il est évidemment, c'est un pilier qu'il est hors de question de remettre en cause. Mais prendre conscience que cette liberté d'expression n'est pas sans limite et n'est pas un droit absolu. Parce qu'on a vu, moi c'est une chose qui m'a beaucoup frappé ces dernières années, à la suite des attentats, notamment contre Charlie Hebdo, on a vu des gens expliquer que la liberté d'expression, c'était au-dessus de tout, que c'était sacré. Enfin, on s'est mis à sacraliser, ce qui est assez rigolo d'ailleurs, une valeur tout à fait laïque et tout à fait républicaine. Et ça me fait toujours sourire quand je vois la manière dont on sacralise des concepts républicains ou des concepts démocratiques qui, justement, par essence, devraient se méfier de tout ce qui est sacré. Hein, surtout quand on a lu René Girard et qu'on sait combien le sacré peut conduire à des formes de violence et d'exclusion. Voilà. Donc moi, je suis un profanateur. Moi, je me méfie beaucoup de ce qui est sacré. Et en tous les cas, enfin, je dis ça un peu au second degré, vous voyez ce que je veux dire. Je me méfie en tous les cas de ce risque de… À chaque fois que nous sacralisons, nous risquons précisément d'oublier la complexité et une certaine forme de relativité de ce en quoi nous croyons. Prenons le thème de la liberté tout court. Je ne parle pas de la liberté d'expression, mais prenons tout simplement le thème de la liberté. La manière dont les Américains du Nord, les États-Unis, ont sacralisé, selon moi, avec le fameux deuxième amendement, la liberté du port d'armes, et donc au nom de la liberté, précisément, d'une liberté sacrée,
conduit à de nombreux excès, nous le savons, et à tous ces massacres et à tous ces problèmes de violence extrême aux États-Unis. La manière, pour prendre un autre exemple, hein, excusez-moi, je fais juste un court passage là-dessus, mais la manière dont l'Union soviétique avait sacralisé la justice et l'égalité, on a vu ce que ça a donné. Hein. Donc, tout ça pour dire, je pense qu'une valeur livrée à elle-même a toujours un risque, et livrée à elle-même et sacralisée, a toujours le risque de devenir totalitaire, finalement, de devenir une idole, en fait, c'est ça, à laquelle nous sacrifions tout, hein, à l'image des idoles de l'Antiquité, de Moloch qui dévorait ses enfants à Babylone. Et donc, personnellement, je me méfie toujours de la sacralisation de quoi que ce soit. Je veux dire que ce soit un concept philosophique, que ce soit un concept religieux, que ce soit un concept républicain, démocratique. Je pense qu'il n'est pas bon de sacraliser. Si on s'en tient à la définition à l'une des nombreuses définitions du sacré, parce qu'il y aurait de quoi faire une conférence sur le sacré, on pourrait y passer beaucoup de temps. Mais l'une des définitions du sacré, c'est ce qui est intouchable. Voilà, hein, on ne peut pas y toucher. On peut à peine le regarder, il faut baisser les yeux, et c'est intouchable, c'est inaccessible aussi. Et donc, je me fais souvent, aussi bien au sein de la société comme journaliste d'ailleurs, ou même au sein de ma religion. Je suis moi-même, j'appartiens à la communauté chrétienne, je suis chrétien, et je suis souvent taxé d'ailleurs. Bon, le mot n'est pas très à la mode, mais je suis parfois taxé, on va dire, de profanateur, voilà, ou de sacrilège. Hein. Et je suis un profanateur. Voilà, j'ai tendance en tous les cas, un profanateur dans le sens où je me méfie de tout ce qui va dans le sens de la sacralisation, qui fait qu'un concept ne peut plus être interrogé, ne peut plus être discuté. Et voilà, je crois qu'il y a partout de la relativité. Et je crois que cette relativité fait partie comment dire, est un gage d'intelligence et oui, voilà. Enfin voilà, je ne vais pas m'étendre trop là-dessus, mais je dis ça pour en revenir à la liberté d'expression. Déjà, avant même de parler du rapport que nous entretenons avec cette liberté d'expression, la loi elle-même considère que cette liberté d'expression n'est pas sacrée, puisqu'elle est limitée, elle a des limites. Voilà, et elle en a beaucoup, vous allez voir, elle en a beaucoup. Euh, les moyens d'expression ont montré que la liberté d'expression rencontrait des limites de tous ordres. En tout état de cause, elle ne peut être considérée comme étant absolue. Certains domaines de la vie sociale illustrent des limites particulières. Certains actes ou paroles sont même punissables. Franchir les limites de la liberté d'expression revient à commettre un délit dont l'auteur peut être condamné par un juge. Alors, limite numéro 1, si je devais essayer de les synthétiser, ne pas porter atteinte à la vie privée et au droit à l'image d'autrui. Voilà. Donc ça, c'est le principe de base. Vous voyez qu'on en revient à l'individu comme une valeur et comme l'intégrité de l'individu étant quelque chose d'important. Donc, ne pas porter atteinte à la vie privée et au droit à l'image d'autrui. Et c'est d'ailleurs souvent sur ces affaires-là, en matière de presse, qu'il y a le plus de procès et d'actions en justice, notamment avec la presse dite people. Voilà. Limite numéro 2, ne pas tenir certains propos interdits par la loi. L'incitation à la haine raciale, à la haine ethnique ou religieuse, l'incitation à la haine religieuse, l'apologie de crimes de guerre, l'apologie du terrorisme, qui a été renforcée d'ailleurs en novembre 2014, mais qui existait déjà depuis longtemps, les propos discriminatoires à raison d'orientation sexuelle ou d'un handicap, l'incitation à l'usage de produits stupéfiants, le négationnisme. Voilà, ça c'est donc les propos interdits par la loi. Troisième limite, les propos diffamatoires. La diffamation, qu'est-ce que c'est? La diffamation se définit par toute allégation ou imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération d'une personne. Il est possible, pour se défendre d'une accusation de diffamation, d'invoquer l'exception de vérité, c'est-à-dire de rapporter la preuve de la vérité de ses propos. Voilà. Donc, j'ai eu à connaître ce type d'affaires où il y a
quelques années déjà, où il a fallu effectivement que je puisse prouver que ce que j'avais écrit à propos de tel groupe, telle association ou telle personne avait des sources et était étayé. Voilà. Limite numéro 4, ne pas tenir de propos injurieux. L'injure se définit comme toute expression outrageante en termes de mépris ou invective qui ne renferme l'imputation d'aucun fait. Donc l'injure, à la différence de la diffamation, ne se rapporte pas à des faits. L'injure, ça peut être, par exemple, casse-toi pauvre con. Voilà, ça c'est une injure. Il n'y a pas de fait particulier. Et là, je ne parle pas de la phrase, enfin, je ne parle pas dans le cas précis de la phrase de Nicolas Sarkozy, mais il y a eu une affaire où quelqu'un a voulu reprendre l'expression de Nicolas Sarkozy et l'a publiée. Je ne sais plus exactement le contexte, je crois que j'y reviendrai tout à l'heure, il me semble que je l'ai noté quelque part. Et donc, cette personne a été poursuivie pour injure, en l'occurrence. Limite numéro 5, des limites spécifiques telles que le secret professionnel, le secret des affaires, le secret défense, et le gouvernement aurait bien aimé ajouter, mais pour l'instant, les journalistes ont réussi encore à s'y opposer, mais vous savez, il y a eu tout un débat. D'ailleurs, j'aurais dû regarder, je ne sais pas exactement où on en est, mais sur la question du secret économique, ne pas porter atteinte aux intérêts économiques des grandes multinationales ou des sociétés françaises. Et pour l'instant, heureusement, je ne crois pas que ça soit passé, mais en tous les cas, il y a des limites liées au secret professionnel, secret des affaires, secret défense. Et puis enfin, certaines personnes, en raison des fonctions qu'elles occupent, sont tenues à un devoir de réserve. Là encore, c'est bien une limite de la liberté d'expression. C'est le cas des fonctionnaires qui doivent exprimer leurs opinions de façon prudente et mesurée. Donc parmi eux, les professeurs, les enseignants, de manière à ce que l'extériorisation de leurs opinions, notamment politiques, soit conforme aux intérêts du service public et à la dignité des fonctions occupées. Plus le niveau hiérarchique du fonctionnaire est élevé, plus son obligation de réserve est sévère. Alors évidemment, on pense aussi aux militaires, qui sont les premiers concernés. Il y a aussi les limites du droit à la caricature. En l'occurrence, les lois du genre sont au nombre de 3. Il faut tout d'abord, pour que la caricature s'intègre dans le cadre de la liberté d'expression, il faut 3 conditions. Une intention humoristique, une absence de confusion avec l'œuvre parodiée, s'il y a une œuvre qui est parodiée, donc absence de confusion, qu'on comprenne que c'est bien une parodie. Et enfin, le pastiche, la parodie, la caricature ne doivent pas chercher à nuire. Voilà. C'est-à-dire que s'il y a un acte militant, avec l'idée de vouloir nuire à celui dont on se moque ou dont on fait la caricature, c'est une des limites possibles à la liberté d'expression et au droit de la caricature. Alors, il y a le cas particulier de la religion et de la morale. Le cas des opinions religieuses montre une assez grande variabilité en fonction des sensibilités de chaque pays. Là, je parle de l'Europe essentiellement, enfin des pays démocratiques, quant à la place de la religion ou des religions dans chacun de ces États. Tous les États expriment en effet une conception qui leur est propre des limites à adopter dans ce domaine. Toutefois, presque unanimement, tous les États reconnaissent que dans ce domaine, donc dans le cas de la religion et de la morale, certaines limites s'imposent qui sont celles du racisme ou du comportement outrageant. Je voudrais prendre l'exemple de la Cour suprême du Danemark, parce que le Danemark est quand même un pays qu'on ne peut pas suspecter d'antidémocratique. Je pense même que c'est une des plus belles démocraties d'Europe. Et le Danemark a considéré que les propos visant les musulmans sur Internet, et non dans le cadre d'un débat politique, donc des propos sans doute assez musclés, on va dire, étaient insultants et dégradants vis-à-vis du groupe religieux considéré. La liberté de parole particulièrement étendue dont jouissent les membres de la classe politique pour s'exprimer sur des questions d'intérêt public ne s'appliquait pas en l'espèce et la Cour suprême a donc confirmé la condamnation à emprisonnement prononcée à l'encontre d'un chef de parti qui avait tenu des propos racistes. Le caractère grave des propos pouvait justifier une telle mesure. En France, nous pouvons nous exprimer librement, ce qui veut dire que nous pouvons dire ou faire beaucoup de choses, même si ces expressions sont perçues par d'autres comme choquantes ou blessantes. Le fait qu'un propos soit choquant ou blessant
n'est pas, en France en tous les cas et dans beaucoup d'autres pays, n'est pas un critère de droit. Hein. Ce n'est pas parce que j'ai été très blessé ou très choqué. Ça, c'est absolument pas un concept juridique. Hein. C'est voilà, là, c'est plus peut-être un travail à faire sur soi-même ou alors trouver l'instrument de droit, l'argument juridique qui va permettre effectivement de réparer la blessure ou de réparer l'offense. Mais en tous les cas, le fait en soi d'être choqué ou blessé ne peut être invoqué comme un argument juridique. Pour en revenir à l'humour, la liberté d'expression, je tiens à le rappeler quand même, ne permet pas de professer le racisme ou l'antisémitisme. On ne peut donc pas imprimer en une d'un journal « il faut tuer un tel » ou « à mort tel groupe ethnique », ni tenir ce genre de propos publiquement, parce qu'il n'y a pas que le journal, il y a le propos public. Néanmoins, les cas de Dieudonné ou de Charlie Hebdo, parce que vous vous souvenez qu'à l'époque de Charlie Hebdo, beaucoup s'étaient interrogés, il y avait eu dans les lycées des jeunes lycéens qui s'interrogeaient pour savoir pourquoi Charlie a le droit de se moquer et pourquoi Dieudonné, lui, est interdit de spectacle. Donc, cette question posait, enfin, ces débats de l'époque posaient la question de l'humour et de ses limites. Et donc, la jurisprudence consacre en effet le droit à l'excès, à l'outrance et à la parodie lorsqu'il s'agit de fins humoristiques, je vous l'ai dit tout à l'heure. Ainsi, en 92, le tribunal de grande instance de Paris estimait que la liberté d'expression autorisait un auteur à forcer les traits et à altérer la personnalité de celui qu'elle représente et qu'il existe un droit à l'irrespect et à l'insolence. C'est intéressant parce que le droit à l'irrespect et à l'insolence n'apparaît pas dans les textes fondamentaux, si je puis dire, mais par contre, ça apparaît dans la jurisprudence. Néanmoins, là encore, il appartient souvent aux juges de décider ce qui relève de la liberté de caricature et du droit à la satire dans le cadre de la liberté d'expression. Un cas assez récent, mais voilà, on y vient, est le fameux « casse-toi pauvre con ». Après que Nicolas Sarkozy a lancé cette formule à quelqu'un qui avait refusé de lui serrer la main, un homme avait en 2008 accueilli l'ancien chef de l'État avec une pancarte portant la même expression. Arrêté, il avait été condamné pour offense au chef de l'État. Il faut savoir que ce délit a depuis été supprimé, hein, mais il existait encore. D'ailleurs, c'est ce délit qui avait fait que Harakiri avait été obligé de fermer. Hein. Harakiri, le journal qui est l'ancêtre de Charlie Hebdo, avait été obligé de fermer parce que c'était une offense au général de Gaulle. Et donc, c'est ainsi qu'Harakiri est devenu Charlie Hebdo, puisque Charlie, c'est le prénom de Charles de Gaulle. Voilà. Donc, c'était une manière de faire un pied de nez à Charles de Gaulle. Enfin, le pauvre était déjà mort, puisque c'était balle tragique à Colombey, un mort. Mais en l'occurrence, voilà, c'était un clin d'œil au fait que Harakiri avait été interdit, avait été censuré. Là, on peut parler de censure. Voilà, pour atteinte. Alors sans doute, c'était peut-être pas offense au chef de l'État, mais c'était une atteinte du même style. Et c'est ainsi qu'Harakiri est devenu Charlie Hebdo, Charlie étant donc un clin d'œil à Charles de Gaulle. En tous les cas, pour en revenir à cette personne condamnée pour offense au chef de l'État, l'affaire était remontée jusqu'à la Cour européenne des droits de l'homme. En mars 2013, celle-ci avait condamné la France, jugeant la sanction disproportionnée et estimant qu'elle avait un effet dissuasif sur des interventions satiriques qui peuvent contribuer au débat sur des questions d'intérêt général. En 2007, Charlie Hebdo devait répondre devant la justice des caricatures de Mahomet qu'il avait publiées dans ses éditions. Et à l'issue d'un procès très médiatisé où des personnalités s'étaient relayées à la barre pour défendre Charlie Hebdo, le tribunal avait jugé que l'hebdomadaire avait le droit de publier ses dessins. Donc la justice était passée et avait estimé que, j'ouvre les guillemets, le genre littéraire de la caricature, bien que délibérément provoquant, donc la provocation n'est pas un problème juridique, participe à ce titre à la liberté d'expression et de communication des pensées et des opinions. Attendu qu'ainsi, en dépit du caractère choquant, voire blessant de cette caricature, pour la sensibilité des musulmans, le contexte et les circonstances de sa publication dans le journal Charlie Hebdo apparaissent exclusives de toute volonté délibérée d'offenser directement et gratuitement l'ensemble des musulmans, et que les limites admissibles de la liberté d'expression n'ont donc pas été dépassées. On peut donc user, là c'est moi qui reprends la parole, on peut donc user du registre de la satire, de la caricature dans certaines limites,
dont l'une est de ne pas s'en prendre spécifiquement à un groupe donné de manière gratuite et répétitive. Voilà. Là, par exemple, s'il y a quelque chose de gratuit, de répétitif, et donc on pourrait dire de militant, c'est laissé à la libre interprétation du juge, en fait. Voilà. Autre époque, autre procès, en 2005, j'en reviens à l'affaire Dieudonné. Dieudonné a fait scandale en apparaissant dans une émission de France 3, grimé en juif ultra-religieux. Il s'était alors lancé dans une diatribe au relent antisémite. Poursuivi par plusieurs associations, il avait été relaxé en appel, le tribunal estimant qu'il restait dans le registre de l'humour. Mais là où ça s'est compliqué, c'est que la justice a été appelée à plusieurs reprises à trancher. Elle n'a pas systématiquement donné tort à l'humoriste, mais il a été condamné à plusieurs reprises pour diffamation, injure et provocation à la haine raciale, en novembre 2007 et novembre 2012, ou pour contestation de crimes contre l'humanité, diffamation raciale, provocation à la haine raciale et injure publique en février 2014. Donc vous voyez que les choses sont plus, là aussi, sont plus complexes, c'est-à-dire que Dieudonné a parfois été autorisé, parfois interdit, et Charlie Hebdo a parfois été condamné, parfois relaxé. Voilà. Parce que Charlie Hebdo a eu des condamnations aussi de presse, souvent ce sont des condamnations, des amendes ou des publications, insertion de publications, parfois les deux. Voilà. En résumé, la loi n'interdit pas de se moquer d'une religion. Et tant mieux, hein, la France est laïque et tant mieux, enfin, l'État est laïque. La France est laïque et son État est laïque. La notion de blasphème n'existe pas en droit. Voilà, c'est ce que je vous disais au début de cet entretien. Et tant mieux aussi. Enfin, c'est même pas tant mieux, c'est que c'est normal. Elle interdit en revanche d'appeler à la haine contre les croyants d'une religion ou de faire l'apologie de crimes contre l'humanité. Et c'est donc bien pour cette raison que Dieudonné a été régulièrement condamné et Charlie Hebdo beaucoup moins. En résumé, et ensuite on commencera à parler rapidement de la troisième partie, j'introduirai la troisième partie pour qu'on puisse avoir un échange. En résumé, la loi n'interdit pas de se moquer d'une religion. La liberté d'expression, je l'ai déjà dit ça. La liberté d'expression, en résumé, ne permet pas d'appeler publiquement à la mort d'autrui, ni de faire l'apologie de crimes de guerre, je me répète, mais c'est important de bien comprendre ça, de crimes contre l'humanité, ni d'appeler à la haine contre un groupe ethnique ou national donné. On ne peut pas non plus appeler à la haine envers un sexe, une orientation sexuelle, enfin un genre, une orientation sexuelle, un handicap. Si une personne ou une association ou l'État estime qu'une personne a outrepassé sa liberté d'expression et tombé dans un des cas prévus par la loi, elle peut poursuivre en justice. En clair, c'est au juge qu'il appartient, qu'il revient d'apprécier ce qui relève de la liberté d'expression et de ce qu'elle ne peut justifier. Il n'y a donc pas de positionnement systématique, mais un avis de la justice au cas par cas. Et juste pour conclure sur cette partie, vous savez qu'il y a aussi cette question des discriminations, puisqu'on parlait là du genre, du sexe, du handicap, de l'orientation sexuelle, etc. Je vous rappelle, ça c'est quelque chose dont je trouve qu'on peut être fier quand même de comment on va appeler ça, de cette organisation sociétale et républicaine de notre pays. Il y a, vous savez, une commission nationale qui s'appelle la HALD, la Haute Autorité pour la lutte contre les discriminations. Et aujourd'hui, il y a 25 critères de discrimination définis par la loi. 25, c'est pas rien. Et donc, je trouve que moi, c'est une liste que j'ai en permanence sous les yeux, parce que je trouve que cette question des discriminations aujourd'hui est extrêmement importante et que je me rends compte qu'un mouvement comme Amnesty International, d'ailleurs, dont je vous l'ai dit, je suis membre, porte de plus en plus attention à ça et je trouve que c'est capital. Voilà. Et surtout au regard de la liberté d'expression aussi et de ses limites. Je l'ai dit rapidement, ces 25 critères: l'apparence physique, l'âge, l'état de santé, l'appartenance ou non à une prétendue race. J'aime bien la notion de prétendue race, effectivement. On est obligé d'utiliser ce mot parce qu'il a été inventé par les scientistes du 19e siècle, mais voilà. L'appartenance ou non à une nation, le sexe, l'identité de genre, l'orientation sexuelle, la grossesse,
Tout ça, c'est des critères de discrimination, hein. Alors souvent, c'est des discriminations à l'embauche, mais vous voyez bien que ça peut avoir trait aussi à l'humour, par exemple, ou aux caricatures, hein. Le handicap, l'origine, la religion, la domiciliation bancaire, les opinions politiques, les opinions philosophiques, la situation de famille, les caractéristiques génétiques, les mœurs, le patronyme, les activités syndicales, les lieux de résidence, le lieu de résidence, pardon. Quelqu'un qui a un CV et qui habite à Bobigny a beaucoup moins de chances d'être embauché que quelqu'un qui habite à Paris dans le 16e arrondissement. L'appartenance ou non à une ethnie, la perte d'autonomie, la capacité à s'exprimer dans une langue étrangère et enfin la vulnérabilité résultant de sa situation économique. Ça, c'est le dernier critère reconnu. Il l'a été grâce à un mouvement qui s'appelle ATD Quart Monde et qui a même inventé le concept de pauvrophobie. Voilà, de pauvrophobie, c'est-à-dire la discrimination étymologiquement, vous savez que phobie, c'est la peur, hein, donc la peur des pauvres et surtout le rejet, finalement. Derrière l'idée de peur, c'est l'idée de rejet, hein. Donc c'est la peur des pauvres et le rejet des pauvres. Voilà, donc la vulnérabilité résultant de sa situation économique. Par exemple, le fait que quelqu'un sente mauvais, et que du coup, évidemment, mais je dis ça parce que j'ai eu un papier à faire sur une personne qui sentait pas bon, qui était d'un milieu très, très défavorisé et qui a été expulsée d'un musée à Paris. Voilà, donc ça pose des tas de questions, mais en fait, donc le musée n'a pas été condamné parce que je crois qu'il y a eu une conciliation et des excuses qui ont été formulées, mais ça rentre dans un critère possible de discrimination. Alors maintenant, la troisième partie, maintenant qu'on a vu le principe démocratique, un droit et ses limites, la troisième partie, nous allons la bâtir ensemble en quelque sorte, mais juste vous dire quel est un peu le fond de ma pensée dans ce domaine, c'est que la liberté d'expression, personnellement, je pense en tant que journaliste que liberté doit toujours rimer avec responsabilité. Voilà, ça c'est une ligne de conduite que je me suis fixée et que ce n'est pas parce qu'on est libre de dire ou d'exprimer ou de publier quelque chose qu'on doit toujours le faire. Voilà, et je pense que la responsabilité, pour moi, est un critère important de choix, de décision, de morale, puisque si je reprends la définition d'André Comte-Sponville sur la morale, qui est savoir dire oui, savoir dire non, eh bien, je pense que la responsabilité peut nous inciter parfois à dire oui ou à dire non, et en l'occurrence à s'exprimer sur un sujet ou à s'exprimer différemment sur un sujet. En raison, je vais vous donner un exemple. Il m'est arrivé dans mon travail de journaliste d'avoir à rencontrer, et encore hier d'ailleurs, j'étais avec des étudiants en grande vulnérabilité qui allaient chercher des colis alimentaires parce qu'ils n'arrivent plus non seulement à se loger, mais à se nourrir aujourd'hui. Vous savez qu'avec la crise, les petits boulots, etc., ont été supprimés. Enfin, il y a beaucoup de jeunes en précarité. Et certains m'ont confié des choses très, très personnelles, des choses difficiles, des choses qui, voilà. Libre à moi d'écrire tout ce qu'ils m'ont dit ou de comment dire, voilà, parce qu'il y a le droit d'informer, hein, le droit d'informer mes lecteurs qui ont le droit d'être au courant, le droit à l'information, ça existe, hein. Donc libre à moi d'écrire tout ce qu'ils m'ont dit, même les choses les plus intimes, les plus secrètes ou les plus difficiles, qui peuvent être un peu stigmatisantes parfois. Eh bien, je sais que quand j'écris un article sur des personnes en vulnérabilité, même si les personnes me confient parfois des choses, je vais me garder parfois. Alors, soit il y a plusieurs possibilités, soit je peux changer leur nom, ce qui est parfois la méthode la plus simple, pour éviter que la personne soit reconnue ou stigmatisée précisément, ou qu'elle-même se reconnaisse. Après, ce qui est toujours difficile de se voir dans un miroir, c'est pas simple, hein. Soit eh bien, il y a des propos que je vais juger moins utiles, mais qui vont permettre en quelque sorte de préserver l'intégrité de la personne et en tous les cas de la respecter. Voilà. C'est-à-dire que je crois beaucoup au respect.
Et donc, moi, j'aurais envie d'articuler, moi, quand j'entends des gens me dire la liberté d'expression, c'est un principe absolu, c'est un droit absolu, etc., moi je dis que non. Voilà. Pour moi, la liberté d'expression est un principe démocratique, je crois l'avoir assez montré dans mon exposé. Elle a ses limites, mais elle a des limites fixées par la loi. Mais je pense qu'elle peut aussi avoir des limites déontologiques et qu'elle peut aussi avoir des limites personnelles liées à l'éthique et à la morale. Enfin, ce qui est la même chose, à peu près. Et donc, je pense que nous pouvons chacun aussi, enfin moi en l'occurrence, je me fixe des limites dans j'essaye, hein, je ne dis pas que j'y arrive toujours, mais dans ma liberté d'expression au regard de la responsabilité qui est la mienne et comme journaliste, puisque j'ai le pouvoir d'écrire, le pouvoir de publier, et puis du respect dû à autrui. Voilà, c'est-à-dire que pour moi, une valeur, la liberté est évidemment une valeur essentielle, mais une valeur a toujours besoin d'être articulée à d'autres valeurs. Voilà, on ne peut pas isoler comme ça une valeur qui deviendrait une idole finalement. C'est toute la question. C'est intéressant parce que je pense que dans les religions, nous avons une longueur d'avance comment dire, sur la réflexion sur les idoles, puisque dans les textes, dans les écritures, dans les textes sacrés, il est souvent question des idoles, dans la tradition juive ou dans la tradition chrétienne. Je saurais moins le dire, enfin si, même dans la tradition musulmane, la question des idoles est au cœur de la réflexion religieuse. Et moi, je me rends compte que dans la société civile aujourd'hui, et dans la société, et je dirais même dans la République, il peut y avoir aussi des idoles. Les idoles, elles se cachent partout, elles se faufilent. On est capable, dans la mesure où elles sont des constructions humaines, on est capable de créer des idoles ou des totems un peu partout qui, à la fin, dévorent leurs enfants. Voilà. Et donc, je pense que la liberté d'expression ne doit pas devenir une idole. Elle doit être articulée, elle doit être préservée, d'abord, évidemment, elle doit être préservée, ça c'est clair, mais articulée, conjuguée avec d'autres critères que sont pour moi donc la responsabilité, voilà, quelle va être la conséquence de ce que je vais écrire, quel est le respect que je dois aux autres. Parce que je conclurai peut-être là-dessus, avant que nous ayons un échange, pour moi l'humour est quelque chose de fondamental et je pense que l'humour est aussi une arme contre toutes les formes d'intégrisme et de fondamentalisme. D'ailleurs, vous remarquerez que les intégristes sont des gens qui n'ont pas beaucoup de sens de l'humour en général. Et je pense que la capacité de rire de soi, c'est la première chose. D'ailleurs, l'humour, c'est d'abord l'autodérision, être capable de rire de soi. Parce que si on est capable de rire de soi, on devient, je pense, un peu plus capable de rire de tout. Et que l'humour est une arme salvatrice aujourd'hui, surtout dans une société où les rapports ont tendance à se tendre. On voit qu'il y a beaucoup de violence sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup d'invectives. Bon, les débats politiques se durcissent énormément aujourd'hui. Et l'humour permet de garder une certaine distance. Voilà. Et puis l'humour est aussi une arme de libération. Elle permet, quand on rit du sida, il y a eu beaucoup de blagues qui ont circulé au moment du sida, c'est une manière de se libérer de l'emprise du sida. Vous voyez ce que je veux dire, de se libérer mentalement, de prendre de la distance. Et puis je pense que c'est une arme aussi de libération, voilà ce que je disais, mais aussi de libération vis-à-vis des puissants. C'est-à-dire que moi, je pense que le véritable humour et le véritable courage consistent à se moquer des forts, des puissants, de ceux qui détiennent un pouvoir. Et il y a parfois, je pense, un malentendu. Moi, je pense qu'il y a parfois un malentendu parce que certains ont le sentiment, et là j'en reviens aux caricatures de Charlie Hebdo, certains ont le sentiment, en faisant de l'humour par exemple, à tort et à travers, enfin souvent en tous les cas sur l'islam, ils ont le sentiment qu'ils se moquent des puissants. C'est-à-dire qu'ils se moquent des mollahs iraniens, des mollahs ou des imams d'Arabie saoudite qui ne respectent pas, loin de là, les droits ou des pouvoirs religieux, fondamentalistes, etc. Mais ils oublient aussi, me semble-t-il, que derrière ces caricatures, il n'y a pas que le pouvoir religieux, il y a aussi des petites gens, il y a aussi des gens qui sont aujourd'hui en situation de discrimination, qui sont en situation d'exclusion,
qui vivent leur foi tranquillement, qui n'ont pas forcément toujours, et je dis ça sans aucune condescendance, hein, ne croyez pas, il n'y a aucun paternalisme dans ma bouche, mais des gens qui n'ont pas forcément toujours je dirais, les outils intellectuels, universitaires, analytiques, pour arriver à justement comprendre l'importance de l'humour et de la distance nécessaire. Donc il y a évidemment un travail aussi à faire, hein, de sensibilisation, d'éducation. Mais moi j'aime l'humour quand il s'agit de se moquer des puissants, et je n'aime pas du tout l'humour quand il s'agit de se moquer des petits et des faibles. Voilà, pour dire les choses clairement. Et donc, se moquer, par exemple, vous avez vu que dans les critères de discrimination, il y avait le handicap. Alors, évidemment, parce que vous allez me dire, il y a des personnes handicapées qui rient de leur handicap. Oui, mais, et c'est vrai, et tant mieux. Je pense, il y a la meilleure chose qui puisse leur arriver, hein, évidemment. Mais c'est quelque chose que vous ne pouvez pas imposer. C'est quelque chose qui ne peut que se vivre de l'intérieur. Cette ouverture, cette distance, ce salut de l'humour ne peut se découvrir que de l'intérieur. Et il peut y avoir parfois une manière de se moquer ou de tourner en dérision qui est tellement répétitive ou tellement outrancière qu'elle peut parfois provoquer l'incompréhension. Et je pense qu'il faut que nous restions ouverts à cette incompréhension. Moi, personnellement, pour en revenir, pour terminer sur les caricatures de Charlie Hebdo, personnellement, j'ai jamais été... je lis Charlie Hebdo régulièrement, on le reçoit à la rédaction. Enfin non, on le recevait à une époque, je ne sais pas si on le reçoit encore. Enfin, en tous les cas, je lis souvent Charlie Hebdo. Et donc, voilà, je veux dire, moi, personnellement, ça ne me pose aucun problème. Mais vous savez, vous connaissez la phrase de Pierre Desproges, hein, on peut rire de tout, ça dépend avec qui. Et je trouve que cette phrase invite à beaucoup de réflexion. C'est-à-dire que euh, c'est la question du respect qui est posée. Voilà. C'est-à-dire que lorsque je suis avec des amis juifs qui font des blagues sur Auschwitz, ils sont les premiers à rire et je vais rire avec eux. Voilà. Mais si je suis avec un ami juif qui n'a pas du tout envie de faire une blague sur Auschwitz, est-ce que j'ai le droit de lui imposer cette blague-là? Voilà, cet humour-là. Vous voyez ce que je veux dire? C'est très terre à terre, hein, ce que je suis en train de dire. Là, je termine, je rentre les pieds. Là, voilà, mais c'est pour engager la discussion. Ce que je dis est très terre à terre, mais c'est lié un peu à mon expérience et je pense que euh, la liberté d'expression, la liberté de caricature, l'humour, la liberté de critique aussi, évidemment, mais ça c'est encore autre chose. Mais la liberté de critique, évidemment, elle est aussi limitée. C'est-à-dire que si dans la critique, je dis qu'il faut tuer l'autre ou le supprimer parce que vraiment son idéologie est horrible, vous voyez bien que la liberté de critique a elle aussi ses limites. Hein. Mais donc toutes ces libertés-là me paraissent essentielles, mais je pense qu'elles n'ont de sens que si nous les articulons avec, encore une fois, d'autres valeurs et d'autres préceptes et d'autres attitudes qui sont pour moi la responsabilité et le respect. Voilà, et j'invite maintenant, je vous invite maintenant à réagir ou à, je ne sais pas, je n'ai pas été voir dans la conversation s'il y avait des réactions ou des questions, mais je serais très heureux d'avoir un échange maintenant avec vous, soit sur les deux premiers points que j'ai abordés, la liberté comme principe démocratique et un droit limité, soit sur l'usage que nous pouvons en faire aujourd'hui, et notamment aussi au regard de notre actualité personnelle ou sociétale. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. J'espère que je ne vous ai pas trop saoulé. Et je vous remercie beaucoup. Et merci à Magali pour son sourire Merci. aussi, qui me soutient depuis le début de cette conférence. Merci Laurent. Alors pour prendre la parole, alors n'hésitez pas donc à converser ou bien à cliquer sur le bouton du micro pour prendre la parole orale. Alors c'est vrai que le plus difficile, c'est toujours la première question. On n'ose pas se lancer, mais n'hésitez pas. Alors je Pour vois l'instant, que je ne dans vois pas la... de pression écrite. Hein. Non, je vois juste coucou les amis. Je vois coucou les amis. Voilà, Voilà. coucou les Coucou amis, c'est Alexandra. Alexandra. Voilà, coucou Alexandra. Alors.
J'espère que je ne vous ai pas assommé. Peut-être, hein. Jean-Pierre Gatt a enlevé son micro, peut-être. Oui, Va-t-il prendre la parole? Voilà, bonjour. bonjour. Oui, j'aurais voulu réagir et questionner notre conférencier, que je remercie d'ailleurs au passage pour la clarté de son exposé, très, très riche. Mais sur la question de l'usage de cette liberté d'expression dans le domaine de l'humour. Moi aussi, j'aime beaucoup cette phrase des proches, on peut rire de tout, ça dépend avec qui. Alors la question que je me pose, c'est est-ce qu'il n'y a pas, est-ce que tous les sujets, je dis bien tous les sujets, c'est une question, hein, peuvent donner lieu à moquerie, en fait. J'entends bien l'importance de la notion de responsabilité et aussi de respect, hein, de l'autre. Donc, si on se situe dans le contexte d'une relation à autrui, là, il y a effectivement des limites déontologie personnelle qu'on peut se fixer. Pour autant, monsieur, enfin, je vais l'appeler Laurent, Oui, oui, ça sera plus simple. a évoqué Auschwitz. Même avec un juif qui aurait le sens de l'humour, est-ce qu'on peut aller quand même sur ce terrain-là? Est-ce qu'on peut faire de l'humour avec Auschwitz? Dans l'absolu, vous voyez, c'est la question que je me pose. Est-ce qu'il n'y a pas des sujets qui, quelle que soit la personne ou les personnes avec lesquelles on se trouve, dispense en soi de faire de l'humour. Alors, vous allez peut-être me dire qu'il n'y a pas, rien n'est tabou, mais voilà. Est-ce que vous considérez ou non que certains sujets doivent, quoi qu'il en soit, des conditions d'expression, de communication, rester quelque part, enfin, préserver en quelque sorte d'une forme d'humour qui pourrait en soi être, oui, dérangeante. Alors, bon, je termine, excusez-moi, ça fait aussi écho à ce que j'ai noté tout à l'heure. Vous avez dit le fait d'être choqué n'est pas, ou blessé n'est pas en soi un problème juridique. Ça, j'entends bien. Mais voilà. Donc, peut-être que, voilà, la question est là. Pour autant, la notion de nuisance a quand même été posée comme limite de la caricature. Donc, je suis un petit peu dans le flou par rapport à ça, vous voyez. Est-ce qu'on est dans une forme de relativité qui fait que, effectivement, l'usage de la liberté d'expression n'est possible que dans le contexte de la relation à l'autre et aux autres, et c'est là que effectivement il y a des balises à poser et des curseurs un peu à positionner, ou est-ce qu'il n'y a pas quand même des sujets, des thématiques qui, quoi qu'il en soit, doivent être quand même protégées, préservées de certaines expressions caricaturales, humoristiques, voilà.
Je ne sais pas si je me suis bien fait comprendre. Mais c'est une. Non, non, mais je vais essayer de vous répondre. C'est une vraie question et je porte la même question que vous. Je crois que je n'ai pas fini d'y répondre, à dire vrai. Voilà. Mais je vais vous dire l'état de ma réflexion là-dessus. Mais je pense que je n'ai pas fini d'y répondre. Voilà. Je n'ai pas de réponse définitive à vous donner. Mais je trouve que la question que vous posez est une question, effectivement, très importante. Tellement importante, d'ailleurs, je vais vous faire une révélation c'est que nous avions prévu. Vous savez que le colloque, enfin vous ne savez peut-être pas, mais ça fait 25 ans qu'il y a un colloque interreligieux à Saint-Jacques et que le colloque qui va avoir lieu dans 15 jours, enfin en visioconférence, était prévu sur le thème de l'humour. Peut-on rire de tout, justement? Peut-on rire de tout? Voilà, exactement la question que vous posez. Est-ce qu'il y a des limites? Est-ce qu'il y a des tabous? Est-ce qu'il y a des totems? Est-ce qu'il y a des choses impossibles? Alors, nous avons préféré, parce que comme on voulait faire appel à des humoristes aussi et mettre un petit peu de liant et de vie dans ce colloque, on l'a reporté d'1 an. Donc, je vous annonce déjà que normalement, sauf si l'actualité nous invite à toute autre chose, mais normalement, en janvier 2022, le 26e colloque interreligieux de Saint-Jacques sera sur ce thème-là. Voilà. Donc, j'en profite pour faire cette parenthèse en vous disant qu'on voulait le faire cette année, mais le thème sera tout autre et Magali vous l'annoncera tout à l'heure, le thème dans 15 jours. Bon, cela étant, je vais essayer de répondre à votre question. D'abord, moi, je constate, premier élément de réponse, c'est que je constate, j'ai parmi mes amis juifs, puisque je suis moi-même très engagé dans le dialogue interconvictionnel et interreligieux, j'ai dans mes amis juifs beaucoup d'amis qui, au cours de soirées ou de rencontres, m'ont sorti des blagues sur Auschwitz, absolument des trucs que j'aurais jamais osé imaginer. Vous voyez, bon, déjà, donc, je suis bien obligé de constater que ça existe. Il y a donc un humour, et d'ailleurs, Marc-Alain Waknin, qui a écrit la Bible de l'humour juif, il faudrait que j'aille vérifier, mais là, comme on a changé notre thème de week-end, je n'ai pas eu le temps de le faire, mais j'irai voir. Il a écrit une Bible de l'humour juif, et je pense qu'il y a des choses, il faut que je vérifie, hein, je ne l'affirmerai pas à 100%, mais je pense qu'il y a des choses sur Auschwitz dans cette Bible de l'humour juif. Parce que normalement, un juif qui a de l'humour, je ne dirais pas que c'est un pléonasme, parce que ça serait faire de l'essentialisme et je voudrais bien m'en garder. Mais en tous les cas, je pense que dans la spiritualité juive, c'est ce que dit d'ailleurs Marc-Alain Waknin, dans la culture juive, l'humour est quelque chose d'assez capital. Hein, c'est très important. Voilà. Donc je ne dis pas que ça voudrait rien dire que les juifs font tous de l'humour, ça ne signifie rien. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a quelque chose de consubstantiel et que, en tous les cas, voilà, donc je suis obligé de constater que des amis juifs font des blagues sur Auschwitz. Voilà, je ne peux rien vous dire d'autre. Moi-même, je ne sais même pas si j'en ai raconté une un jour, mais voilà. Le deuxième élément de réponse, c'est que je vous l'ai dit, moi je suis plutôt du genre profanateur. Et je pense que, je le mets entre guillemets, hein, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais moi j'aime bien faire tomber les statues. Voilà, toutes les statues. Parce que, non pas pour le plaisir de les faire tomber et pour faire la révolution, parce que je fais tomber les statues sans oublier ce que je vous ai dit quand même, la petite musique que j'ai derrière, qui est celle de la responsabilité et du respect. Hein. Voilà, évidemment, ça reste pour moi une attitude de vie, mais j'aime quand même faire tomber les statues parce que je me méfie de l'idolâtrie. Voilà, j'ai très peur de l'idolâtrie et j'ai peur que quelque chose qu'on ne puisse plus toucher du tout devienne une espèce devienne totalitaire. Voilà, je crains le totalitarisme et il peut y avoir un totalitarisme de la pensée. Et donc l'humour est une soupape, quelque part, une respiration qui permet d'échapper à toute forme de totalitarisme, qu'il soit d'ailleurs religieux ou politique. Il y avait au moment de l'époque soviétique tout un humour russe autour de, je sais pas, je me souviens être allé en Pologne, j'ai organisé des convois humanitaires en Pologne au début des années 80 au moment de l'état de siège, quand le président Jaruzelski a fait son coup d'État soutenu par Moscou. Et j'ai organisé quelques convois humanitaires. Mais si vous saviez le nombre d'histoires que les Polonais avaient sur les Russes, sur le soviétisme, sur Staline, etc., mais c'était énorme. Et je pense que pour eux, c'était une manière de respirer. C'était une manière de vivre, justement, d'exprimer une liberté par rapport à quelque chose d'oppressant ou de totalitaire. Et vous connaissez par exemple cette histoire, dans la Pravda, il y avait pas… Pravda, ça veut dire la vérité, et Izvestia, c'était les nouvelles. Voilà. Et une des blagues dont je me souviens, c'était dans la Pravda, il n'y a pas beaucoup d'Izvestia, et dans les Izvestia, il n'y a pas beaucoup de Pravda.
Voilà. Et donc, dans la vérité, il n'y a pas beaucoup de nouvelles, et dans les nouvelles, il n'y a pas beaucoup de vérité. Mais avec des choses beaucoup plus dures parfois. Hein. Voilà. Troisième constat que je fais, c'est que je sais que j'ai des amis séminaristes, et je sais que dans les séminaires, il y a des histoires, vous allez me dire, ça demanderait peut-être à être peut-être un peu psychanalysé, je ne sais pas, mais en tous les cas, il y a des histoires, des histoires de l'humour autour de la sexualité, autour de la pédophilie, etc. Des histoires qui peuvent paraître sordides, mais qui sont une forme d'humour qui permet, de même qu'au moment du sida, je me souviens très bien qu'il y avait beaucoup d'humour autour du sida, comment ne pas attraper le sida, etc. Bon, le Covid, vous avez vu tout ce qui s'est fait autour du Covid. Enfin, ce que je veux dire par là, c'est que je ne sais pas s'il faut se moquer, mais je sais que l'esprit humain, voilà, pour moi, l'humour fait partie intégrante de l'esprit humain. Et que l'esprit humain, je crois, c'est une forme il y a un besoin, une nécessité pour respirer, pour se libérer, pour prendre de la distance, pour dépasser l'incompréhensible. Il y a quelque chose dans Auschwitz, pour reprendre l'exemple d'Auschwitz, qui est quand même effectivement quelque chose d'énorme. Enfin, on se demande comment on peut rire autour d'Auschwitz. Mais justement, j'ai envie de dire que c'est tellement indicible, le crime est tellement énorme, la douleur est tellement, dépasse tellement d'autres douleurs, que le seul moyen peut-être de pouvoir dépasser ça, puisqu'il n'y a aucune explication à donner, enfin, si ce n'est le nazisme, mais je veux dire, je me méfie de tous les grands discours qui voudraient donner du sens à Auschwitz. Je veux dire, c'est quelque chose de juste insensé. Je pense que c'est une manière de pouvoir en parler autrement et de pouvoir libérer quelque chose. Voilà. Pour moi, c'est c'est la liberté de l'esprit qui s'exprime dans l'humour. Et donc, je pense, et alors c'est là que je terminerai ma réflexion, c'est que je crois, surtout, oui, je crois qu'on peut rire de tout, mais là, je reviens à la phrase de des proches, ça dépend avec qui, et ça dépend dans quel contexte, et ça dépend. Peut-être qu'il y aura dans le monde que 2 personnes qui vont rire entre elles d'un des totems dont vous parlez ou d'un des sujets les plus. Mais s'il n'y a que ces 2 personnes-là, ben, tant mieux, il y aura ces 2 personnes. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'on ne peut pas imposer. L'humour ne peut pas s'imposer. Voilà. L'humour ne peut pas s'imposer. Et c'est là, d'ailleurs, peut-être une chose que Charlie Hebdo n'a pas complètement compris, c'est que nous sommes rentrés dans l'ère d'une mondialisation et qu'il fut un temps où Charlie Hebdo, pour aller voir les dessins, fallait l'acheter. Donc, personne voilà. Aujourd'hui, alors bien sûr, on ne vous met pas sous les yeux, enfin quoi que quelquefois certains voudraient vous brandir sous les yeux, mais aujourd'hui, il y a les réseaux sociaux, il y a Internet. Vous tapez image sur Google, vous tapez je ne sais pas quoi, Mohamed image, et vous avez au fin fond du Tchad, du Nigeria ou en Thaïlande un dessin de Charlie Hebdo. C'est quand même une nouveauté énorme, ça. C'est-à-dire que c'est plus simplement un humour partagé. Voilà, l'humour ne peut être que partagé. Il ne peut être que partagé. Et s'il n'y a pas les conditions du partage, alors il devient violent et brutal. Alors il devient il peut devenir une forme de viol, ou de viol moral, hein, j'entends, hein, de viol mental. Hein. Mais s'il est partagé, mais quelle chose est la plus belle que l'humour partagé, et je ne vois pas en quoi un sujet pourrait y échapper. Voilà, je ne vois pas ni pourquoi ni en quoi un sujet pourrait échapper à l'humour. Pour moi, tout doit pouvoir être source d'humour, mais à condition qu'il soit partagé et jamais imposé. Voilà. Et le problème aujourd'hui, alors il n'est pas toujours imposé, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a des formes d'humour qui demandent à être, qui une certaine connivence, je dirais, entre ceux qui en rient. Hein, faut qu'il y ait le même état d'esprit. Par exemple, si des gens savent foncièrement qu'ils ne sont pas antisémites, ou qu'ils sont juifs même eux-mêmes, ou qu'ils sont avec des personnes qui ne sont foncièrement pas antisémites, ce qui est mon cas. Je ne sais même pas ce que c'est que l'antisémitisme. C'est quelque chose que je n'ai jamais connu, vous voyez, ni dans ma famille, ni dans mon fort interne. Bon. Moi, ça ne me gêne pas d'être avec des gens qui vont faire des blagues sur Auschwitz, parce que nous partageons cet esprit commun d'antisémitisme. Et nous savons qu'il n'y a pas la volonté de nuire précisément, ou mais la volonté de respirer, la volonté d'une espèce d'une dernière marque de liberté, quoi, en quelque sorte. Voilà. Mais jamais en l'imposant à qui que ce soit.
Jamais. L'humour ne peut pas être imposé. C'est juste impossible. Et c'est là où je trouve que vraiment Pierre Desproges, dans sa formule, je pense que je ne sais pas lui exactement ce qu'il voulait dire, parce qu'on peut la comprendre de tas de manières, sa formule. Justement, c'est ça que je trouve intéressant. Elle est un peu polysémite, hein, sa formule. Parce qu'on peut la comprendre comme une convenance, comme des bonnes manières. Mais moi, je l'entends de manière plus philosophique. Oui. On peut rire de tout, mais ça dépend avec qui. Ça veut dire qu'est-ce que nous partageons, qu'est-ce que nous avons en commun, quelle est notre connivence en la matière. Voilà. Je sais pas si j'ai. Voilà l'état de ma réflexion, mais je n'ai pas d'avis définitif. Hein. Voilà. Mais je vois qu'il y a d'autres questions qui arrivent, Magali. Voilà. Merci. Et il y a aussi 2 personnes qui ont enlevé leur micro. On va peut-être laisser la parole à Madame Annie Blum, qui a enlevé son micro tout à l'heure. Je pense que c'est pour une question. Oui, tout à fait. En fait, ce n'était pas tout à fait une question, c'était pour aller tout à fait dans le sens de ce que notre orateur, Laurent Grabowski, vient de nous dire. Le juif dont je fais partie, car je suis juive, ne pourrait pas vivre sans humour. Et c'est vrai que pour traverser tout ce que le monde a imposé à un peuple banni, honni, etc., l'humour a été la première arme, la première réponse. Et je crois ce que disait M. Gatt tout à l'heure est très important, la nuance et la différence entre l'humour et la moquerie. Il n'y a aucune moquerie dans les échanges humoristiques sur Auschwitz ou d'autres sujets douloureux ou difficiles. Et c'est cela qui est quelque chose de très mal, comment dirais-je, mal analysé, mal perçu, mal exprimé dans l'ensemble de notre humanité, parce que nous avons effectivement cette facilité à se moquer et pas toujours la réflexion profonde dont nous venons d'entendre maintenant un exposé de la part de Laurent. Merci Annie, merci. Alors, peut-être Madame Barras, Alice Barras. Oui. Barras. Bonjour, merci pour cette conférence vraiment intéressante. Moi, je me pose la question par rapport à des personnes que je connais, qui sont par exemple de religion musulmane, qui ne font pas de prosélytisme, mais qui se sont dit très choquées parce qu'en passant dans la rue, elles ont pu voir les dessins de Charlie Hebdo. Et là, je me suis dit, les choses ne sont pas si simples parce que c'est vrai qu'ils n'achètent pas le journal, mais c'est exposé en grand, voilà. Donc, et je me suis dit, au même temps, il y a la liberté d'expression qui est très importante. Et moi, je me dis, on est quand même sur une sorte de ligne de crête où c'est très compliqué parce que est-ce que ces dessins-là ou d'autres blagues ou d'autres choses, mais qui sont imprimées, qui sont dans la presse, qui sont dans l'espace public, on ne demande rien, on passe devant, on les voit. Ça peut être aussi la même chose, par exemple, pour des dessins sexistes, qui, par exemple, moi, peuvent me choquer, ou des choses comme ça. Ça nous est imposé, et est-ce que ça n'alimente pas des tensions dans la société ? Et peut-être que la responsabilité du journaliste ou des journalistes, c'est de se poser la question, qu'est-ce que j'alimente en mettant ça sur la place publique ? Voilà. Après, au même temps, il y a la liberté d'expression. Donc voilà, j'ai pas de réponse. Je m'en remets peut-être à notre conférencier qui a peut-être des pistes de réflexion. Voilà, moi, c'est ce que je ressens comme ça spontanément et ce qui m'est venu à l'esprit. Oui, ben je partage un peu votre analyse, votre pensée. Là, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure quand je disais qu'avec les réseaux sociaux, Internet, on diffusait de manière la question qui est, enfin, de manière générale, je vais finir ma phrase, qu'on diffusait de manière à tout vent, en quelque sorte, voilà, un humour qui demande et la réflexion de Monsieur Cat est intéressante d'ailleurs avant, parce que c'est ça nous permet de se dire, pour rire ensemble, il faut qu'il y ait du commun, en fait. Il faut qu'on ait un commun. Il faut qu'il y ait un commun. Et c'est ce commun qui va nous permettre d'avoir un humour qui nous permettra d'être sur la même… L'humour révèle finalement quel est notre commun et sur quelle longueur d'onde nous sommes. Voilà, il y a une question de longueur d'onde. Et d'ailleurs, on voit bien, moi je vous donne cet exemple au passage un peu rigolo, mais
Moi, j'ai des enfants qui ont entre 16 et 27 ans. Et j'ai parfois des traits d'humour. Ils me disent, mais papa, c'est un humour de vieux que tu as, toi. C'est un humour de vieux, ça ne nous fait pas rire. Voilà. Et moi, je reconnais que quelquefois, je regarde des humoristes de leur génération et j'avoue que ça ne me gêne pas, mais je ne suis pas mort de rire. Voilà. Et donc, ce que je pense, c'est que l'humour dit quelque chose de notre commun. Voilà. Quelles sont nos connivences? Qu'est-ce que nous avons en commun? Et c'est peut-être là-dessus qu'il faut travailler, plus que sur la répression ou sur la censure. Voilà. Mais en tous les cas, il faudrait que nous nous interrogions tous, et à commencer par ceux qui publient, à commencer par ceux qui, par les journalistes, justement, dont je suis, et puis les hommes et les femmes de communication, et puis Mais encore une fois, effectivement, là où je vous rejoins, madame, c'est que je pense que personne n'est obligé, effectivement, de lire Charlie Hebdo, par exemple, parce qu'on peut ne pas y être prêt, on peut ne pas, voilà, de par sa culture, de par sa sensibilité, de par, voilà, enfin, il y a même pas besoin de se justifier. Je veux dire, c'est l'intégrité et le respect dû à chacun. Hein. Mais justement, le problème, c'est quand ça vient empiéter sur le domaine de l'autre. Et effectivement, dès qu'il y a, donc, dès que c'est affiché sur un kiosque, c'est pas du tout pareil que d'acheter le journal, par exemple. C'est vrai que c'est déjà, on est déjà dans une phase supplémentaire. Et quand en plus on vient vous le brandir sous les yeux, c'est encore une autre difficulté. Et donc, voilà, c'est une vraie question. Moi, je n'ai pas de réponse toute faite par rapport à ça. Je crois qu'il faut juste se rappeler que la liberté d'expression, encore une fois, est un principe démocratique le plus précieux qui soit, mais cette liberté a des contours, a des limites fixées par la loi déjà, et aussi qui peuvent être fixées par notre intelligence, tout simplement, la question du vivre ensemble, quoi. Voilà. Et c'est à ça que nous ramène finalement, au-delà de l'humour. Vous voyez, la question de l'humour là, et de la caricature ou de la dérision nous ramène à notre vivre ensemble. Qu'est-ce que nous avons en commun? Quel est notre commun? De quoi sommes-nous prêts? Tiens, ça, c'est une question que je retiens pour notre colloque de l'année prochaine. De quoi sommes-nous prêts à rire ensemble? Voilà. Parce que de quoi nous sommes prêts à rire ensemble, ça dit beaucoup sur ce qui nous unit. Voilà. Et si on n'est pas prêt à rire ensemble, par exemple, et puis de quel rire s'agit-il aussi? Parce qu'il y a, encore une fois, il y a rire et rire, c'est-à-dire qu'il peut y avoir, c'est la différence qu'il y a entre humour et dérision, c'est-à-dire qu'il peut y avoir la volonté, là je ne parle pas sur un plan légal, je parle sur un plan même éthique, sur un plan éthique, il peut y avoir la volonté d'abaisser l'autre, la volonté de le détruire ou de le rabaisser, ou Là, pour moi, on n'est plus dans le cadre de l'humour, hein. Voilà. S'il y a cette volonté-là exprimée d'une manière directe ou indirecte, de vouloir l'abaisser, le mépriser, etc., là, c'est plus de l'humour. Moi, je parle vraiment de l'humour qui n'est d'un humour, comment on va dire ça, un peu gratuit, voilà, gratuit, sans qu'il y ait une intention derrière. Voilà. Mais alors, vous allez me dire comment est-ce qu'on juge de l'intention? Je reconnais que c'est complexe, hein, mais ça peut se voir aussi au type de dessin. Hein. Moi, il y a je ne sais plus où j'en étais, mais je disais, voilà, de quoi sommes-nous capables de rire ensemble? Voilà. Et donc, c'est la question du commun qui est posée. Qu'est-ce que nous avons en commun? Et qu'est-ce qui peut nous permettre justement d'avoir cette soupape-là pour détrôner les idoles? Voilà. Pour moi, ce que je trouve intéressant dans l'humour, c'est quand elle détrône les idoles, pas quand elle abaisse ou qu'elle méprise les petits. Voilà. Il y avait d'autres questions. Oui, une question écrite. Déjà, voilà. je vais la lire. Comment peut-on concevoir que refuser une personne dans un musée ou un restaurant pour son manque évident d'hygiène soit une discrimination? Peut-on voir cela comme un droit d'expression? Il y a quand même des règles à respecter pour vivre ensemble, entre guillemets, ensemble. Oui, c'est un vrai débat, mais comment vous expliquer, sans vouloir faire là aussi du paternalisme à 3 sous, l'histoire que je raconte, là, vous la retrouverez d'ailleurs, parce que je crois que si ça vous intéresse, c'est une affaire qui est arrivée il y a 5 ou 6 ans, et ça doit être sur le site de La Vie, www.lavie.fr. Ça se passait au musée d'Orsay, et c'était donc une volontaire d'ATD Quart Monde qui était avec une maman et peut-être 2 de ses enfants.
qui vivent dans un taudis. Et elle voulait absolument leur donner la possibilité d'avoir accès d'aller au musée, quoi, ce qu'elles ne font jamais, hein, savoir à qui la culture est réservée aujourd'hui. Et voilà. Donc l'idée était de l'accompagner au musée d'Orsay pour lui permettre de découvrir, et avec ses enfants, c'est peut-être la première fois qu'elle rentrait dans un musée d'ailleurs, voilà. Et c'est vrai que cette personne, vous savez, vous dites un manque évident d'hygiène, mais vous savez, il y a des gens qui vivent dans des conditions où ils n'ont pas forcément de machine à laver. Quand on vit dans un bidonville, le problème, je pense que cette femme aurait été très heureuse d'avoir une douche ou une baignoire, mais elle avait sans doute pas ça à sa disposition. Alors la question, est-ce qu'elle doit du coup ne plus sortir de chez elle pour ne pas indisposer les bourgeois, ou est-ce qu'on a le droit aussi d'essayer de comprendre que d'autres personnes n'ont pas forcément les possibilités que nous avons en termes d'hygiène. Voilà. Donc, puis je pense qu'il y a la manière de faire aussi, c'est-à-dire que peut-être que cette volontaire a fait une erreur de l'emmener sans prendre elle-même les précautions, en se disant comment ça va être reçu, comment ça va être perçu. Je reconnais qu'il peut y avoir un débat, mais in fine, elle s'est quand même fait virer du musée sans ménagement. Et je n'ai plus tous les détails en tête parce que je ne me souviens plus bien de cette affaire, mais je pense que vous pourrez, je vais la rechercher tout à l'heure, je verrai, on pourra peut-être vous mettre le lien comme ça ou alors si Magali a le temps de regarder sur lavie.fr, il faudrait taper musée d'Orsay, pauvre, les mots-clés, ça doit être ATD Carmonde, pauvre et musée d'Orsay. Voilà. Et je pense que ça remonte à il y a 5 ou 6 ans, je crois. Voilà. Bon, après, je suis d'accord avec vous, hein, les règles à respecter pour vivre ensemble, bien sûr, hein, mais c'est là aussi, qui doit faire l'effort, hein, de se vivre ensemble, hein. Je veux dire, c'est un effort qui doit être partagé. Est-ce que c'est forcément aux plus petits, aux plus exclus de se mettre, comment dire, j'allais dire de se mettre à hauteur, c'est pas le terme, mais de s'adapter, voilà, aux exigences de la société, ou est-ce que ce n'est pas la société qui doit être plus inclusive aussi dans sa manière d'être et plus attentive aux difficultés des autres? Je ne sais pas si Magali, si vous avez trouvé Ah ben peut-être mettre le lien alors à ce moment-là sur le… Voilà. Je vois je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, et je reconnais qu'il peut y avoir un débat, hein, ça voilà. Moi, je voulais juste, pardon. Oui. Je voulais juste ajouter par rapport à une personne comme ça qui ne se lave pas, qui souvent est dans la rue. Moi, j'ai travaillé dans un centre où on accueillait tout le monde, c'est-à-dire vraiment le but, c'était l'accueil inconditionnel. Et on a eu des personnes qui, effectivement, pouvaient sentir extrêmement mauvais, qui pouvaient même déranger les autres. Mais parce que le choix que j'avais fait, moi, en accord avec les autres bénévoles, etc., c'était d'ouvrir les fenêtres et d'accueillir, parce que c'était un des seuls lieux où la personne pouvait être là. Et ce que je voulais dire, c'est que ce n'est pas un choix souvent pour ces personnes, parce qu'on les encourageait, on leur donnait des adresses où aller se laver les vêtements, etc. Il y en a dans Paris ou dans d'autres villes. C'est plus profond que ça, c'est qu'au bout d'un moment, quand les personnes sont trop longtemps dans la rue, où vraiment il y a une perte de repères, et aller se laver, ça peut être, hein, je dis bien, c'est pas tout le temps, mais ça peut être comme s'enlever une couche de protection. Et c'est très compliqué. Ça veut dire que la personne intérieurement, psychologiquement, n'est pas prête à aller prendre une douche, etc. Et là, ça nécessite un accompagnement. Et ces personnes n'ont pas toujours un accompagnement. Elles sont livrées à elles-mêmes. Voilà, donc c'est compliqué. Et oui, il y a des gens, par exemple, qui se retrouvent à la rue, mais qui ont quand même envie d'avoir accès à la culture. Bon, oui, c'est compliqué, mais je pense que, moi, mon opinion, c'est déjà vous dire, voilà, c'est quelque chose que les gens subissent et qui vont insidieusement modifier leur comportement, même intérieurement. Donc, au bout d'un moment, il n'y a pas vraiment le choix pour elles d'aller se laver et faire comme tout le monde. Et leur interdire en plus tous les lieux publics où elles pourraient trouver un peu de bien-être, de chaleur, voilà,
pour moi, c'est un peu violent aussi. Alors, voilà. Mais je comprends aussi la réaction comme ça, d'emblée des gens. Voilà. Voilà, donc Magali Théier vous a mis dans l'espace conversation, là, si vous allez dans Converser, dans l'espace conversation, vous allez trouver le lien. Et si ça vous intéresse, je vous invite à peut-être copiez-le tout de suite ou ouvrez une fenêtre, parce que quand la vidéoconférence va se couper, toute la conversation est perdue. Donc, je vous invite à le copier tout de suite si l'article vous intéresse. Voilà. Enfin, à ouvrir une fenêtre au moins, comme ça vous l'aurez en mémoire. Voilà. Je vois qu'il y a une question d'Alexandra Horry. Oui. Et il y a Caïs aussi, je crois, qui a envie de prendre la parole également. Je ne sais pas. Tout à l'heure, elle avait enlevé son micro. Oui, non, désolée. Merci. Allez-y. Ah non. Non, ce n'était pas pour prendre la parole. Magali, d'accord. Oui, voilà, c'est Alexandra Horry, là. Alors, ouais. On n'a plus de micro, là. Le micro est coupé, Magali. Votre micro est coupé. Le totalitarisme de la pensée unique, le non-encouragement à la libre expression de sa propre pensée, cela me fait penser malheureusement au discours religieux classique et majoritaire de nos communautés, qui n'encouragent pas forcément l'autonomie de pensée et la posture, de recherche individuelle. Oui, alors si je comprends bien, parce que je comprends mieux la deuxième partie de la question que la toute première partie, puisque moi, je n'ai pas parlé de totalitarisme de la pensée ni de pensée unique, donc je ne sais pas trop à quoi fait allusion Alexandra, mais peut-être elle va peut-être pouvoir préciser sa question. Mais en ce qui concerne la deuxième partie de la question, je la comprends mieux. Donc les discours religieux classiques et majoritaires qui n'encouragent pas forcément l'autonomie de la pensée. Là, je suis 100% d'accord. J'ai d'ailleurs écrit un livre l'année dernière qui s'appelle « Une autre Église est possible », où je dénonce, entre autres, je fais des propositions pour une Église catholique qui est aujourd'hui en crise, et je commence par un constat assez sévère en dénonçant notamment le cléricalisme au sein de l'Église. Alors, c'est vrai que quand on est alerté par le cléricalisme, par une certaine forme de, comment on va dire ça, de pression, par des pressions qu'il peut y avoir, par des tabous, etc., enfin qu'il peut y avoir dans sa propre communauté religieuse, on est encore plus sensible aux autres formes de cléricalisme. Je me souviens une fois sur les réseaux sociaux, j'ai parlé de cléricalisme républicain et il y a quelqu'un qui n'a pas du tout compris ce que ça voulait dire, mais moi je sais très bien ce que ça veut dire. Le cléricalisme, c'est-à-dire les gens qui pensent à votre place et qui savent, qui prennent les décisions à votre place, malheureux, ou qui savent ou qui veulent, comment dire, qui ne supportent pas la contradiction, par exemple, parce qu'ils parlent du haut de leur chair. Malheureusement, j'ai été tellement averti dans ma propre communauté que je vois très bien que ça existe non seulement dans les autres communautés religieuses, mais même dans ceux qui prétendent défendre la liberté, la démocratie et la République. Donc le cléricalisme se loge partout. Le fondamentalisme se loge partout. L'intégrisme se loge partout. Et quand on a soi-même été averti par ça et qu'on a souvent eu à batailler contre, eh bien, on est encore plus averti quand on voit que ça se trouve en dehors. Donc, en gros, balayons devant notre porte, mais sans que ça nous empêche de balayer devant la porte des autres aussi, quoi. Je veux dire, je pense que la liberté ne se divise pas et l'humour non plus. D'ailleurs, c'est pour ça que je pense qu'il n'y a pas de raison d'empêcher l'humour sur je ne sais quel sujet. Moi, je pense que la liberté ne se divise pas et que nous avons un travail à faire, aussi bien pour défendre cette liberté d'expression avec ses limites, telles qu'on les a définies, mais nous avons un travail à faire au sein de nos propres traditions religieuses ou philosophiques ou spirituelles, et donc à la fois au sein de nos communautés ou de nos appartenances, et puis dans la société tout entière. Voilà, pour moi, il y a évidemment une cohérence à avoir, hein, et donc dénoncer le cléricalisme chez les autres, c'est aussi le dénoncer chez soi. Voilà. Alors, je ne sais pas à quoi, Alexandra, tu faisais allusion sur totalitarisme de la pensée et pensée unique, parce que je ne crois pas avoir utilisé moi-même ces expressions. Donc, Oui, je ne sais Laurent, pas. Ouais. tu m'entends? Bonjour.
Ouais, bonjour. Salut. Non, j'ai pris des notes et tu as dit il peut y avoir un totalitarisme de la pensée, d'où l'importance de parler de tout et de ne pas idolâtrer une valeur, un concept, Ah, etc. d'accord, d'accord. Ah oui, ok. Voilà, et du coup, je pensais, c'est exactement ce que tu as dit, quoi. Malheureusement, au discours classique et actuel qu'on entend, moi pour ma part, dans les mosquées, et qui ne permettent pas forcément la liberté d'expression et encore, et se rajoute à ça la liberté de penser par soi-même. Voilà, donc je pense que… Et la question, je voulais la tourner autrement aussi, c'était aussi de se dire de quoi ont peur ou qu'est-ce que refusent ceux qui, justement, ne sont pas pour une liberté d'expression. Qu'est-ce que refusent ceux qui ne sont pas pour une liberté d'expression? Oui, une liberté. Non, mais j'avais en tête justement voilà, ce discours-là religieux qui ne va pas, c'est pas qu'ils sont contre la liberté d'expression, mais ils sont pas forcément, ils ne valorisent pas la liberté de penser. Et pour moi, la liberté de penser par soi-même et la liberté d'expression vont ensemble. Oui, 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 oui. Ah ben c'est sûr, tout à fait. C'est vrai que liberté d'expression, c'est comment dire, une pensée qui ne s'exprime pas et qui reste complètement personnelle. Je veux dire sans possibilité ne serait-ce que d'échanger avec d'autres pour continuer pour pouvoir l'élaborer, parce qu'une pensée, elle s'élabore à plusieurs aussi. Là, évidemment, ça veut dire qu'on est sous un régime totalitaire, hein, enfin un mode, en tous les cas, un mode totalitaire. Donc, il y a évidemment un lien extrêmement fort entre liberté de pensée et liberté d'expression. Et encore une fois, je pense que là, je suis complètement d'accord avec toi. Je pense qu'il y a un énorme travail à faire à l'intérieur de même que moi, j'ai écrit un livre qui s'appelle Une autre Église est possible. Peut-être qu'il faudrait que tu écrives un livre, Un autre islam est possible. Voilà. Hein, en gardant les fondements même de ce en quoi vous croyez, de ce en quoi croient les musulmans, ou moi de ce en quoi je crois comme chrétien, mais justement articulé avec des exigences aujourd'hui, des exigences éthiques pour moi, éthiques et spirituelles. Et spirituelles, c'est même pas une question d'air du temps, c'est que pour moi l'esprit, avec un petit E comme avec un grand E, rime avec liberté. Je veux dire, l'esprit, c'est le vent. Enfin, je veux dire, c'est vraiment. Donc, à chaque fois qu'on veut mettre des boîtes pour enfermer, vous savez, il y a des magasins où on enferme des boîtes. Il y a l'air de Paris ou l'air de Bretagne. Ils arrivent à vendre des boîtes avec ça pour les touristes là. Mais on ne peut pas mettre l'esprit en boîte. L'esprit, c'est du souffle, c'est du vent. Et donc, la liberté, c'est pour moi une des aspirations les plus fondamentales de l'homme, de l'humain, de l'homme, de la femme, des humains que nous sommes. Et à chaque fois qu'on veut empêcher cette liberté de l'esprit, on fait une œuvre de mort, enfin de mortifère en tous les cas. Voilà. Et donc c'est pour ça que moi, c'est aussi pour ça que je défends la liberté d'expression. C'est pas pour des raisons, comment dire, liées à la conjoncture, au mode ou à je ne sais quelle valeur républicaine. C'est que même si c'est important, c'est une des trois valeurs, évidemment, enfin, liberté, égalité, fraternité. Tant mieux que la République Mais pour moi, c'est surtout des valeurs spirituelles. Merci aussi, merci pour ces paroles qui ont beaucoup clarifié ma compréhension de la liberté d'expression. Je pense bien sûr à l'assassinat de Samuel Paty et à la difficulté de partager des caricatures avec des adolescents. Je perçois mieux le fait de faire une idole d'une valeur et la difficulté de trouver une position juste. Encore merci. Merci de Nino tout à l'heure pour votre réponse. C'était sur le thème de la dame qui avait été exclue pour des raisons d'odeur. Voilà, merci pour votre réponse. Je regarde autrement ma question. Passionnant débat. Voilà. Alors, d'Alain Joaland du 44 de Loire-Atlantique. Le rire est une arme de survie. Il peut aider dans des situations difficiles à dépasser l'événement. Il est également utilisé comme thérapie dans les hôpitaux pour les enfants. Il permet d'évacuer de notre corps. Voilà.
Voilà. Est-ce qu'il y en a qui veulent peut-être, s'il y en a qui veulent intervenir aussi oralement, hein, c'est Oralement, il possible, hein. peut. Ouais, ouais. Alors, je vois un micro qui s'enlève. Monsieur et Madame Pichard, peut-être? Oui, Oui. Oui, allez-y, allez-y. Allez-y, allez-y. oui, oui. Et ce que je voulais dire, je suis tout à fait d'accord avec tout ce que je viens d'entendre. Et je voulais préciser que moi, je suis nantaise et j'ai la chance de travailler avec un prêtre âgé, prêtre auxiliaire de ma paroisse, et qui m'a fait connaître d'ailleurs la visite de Saint-Jacques, qui a beaucoup d'humour et que nous partageons tous les deux. Et comme nous travaillons dans des groupes, dans les mêmes groupes, nous intervenants, moi comme laïc et lui comme prêtre, il y a des choses qu'effectivement nous partageons tous les deux, mais que nous ne partageons pas avec le groupe parce que nous savons que nous allons, disons, choquer un certain nombre de personnes. Mais c'est vrai que la liberté d'expression et la liberté au sein de notre paroisse, je suis une catho un peu atypique et je suis tout à fait accepté. Et comme me dit mon curé, à toi et tes coups de cœur et toi et tes coups de gueule. Voilà, donc une autre église est possible et dans certains, dans ma paroisse, en tout cas nantaise, nous avons une liberté d'expression tout à fait extraordinaire. Alors, la liaison n'était pas forcément très, très bonne. Laurent, est-ce que vous avez bien Oui, entendu? oui, c'était un témoignage en fait. Oui, j'ai à peu près compris. La liaison n'était pas excellente, mais oui, j'ai compris qu'au sein de la paroisse de Madame, il y avait cette liberté d'expression justement était vécue en tous les cas par un certain nombre de gens autour du curé. Voilà, donc je crois que ça ne nécessite pas de réponse particulière, mais voilà, moi je ne sais pas s'il fallait retenir quelque chose de cet échange. Enfin, chacun retient ce qu'il veut, à dire vrai, hein, chacun retient ce qu'il veut, mais moi, en tous les cas, ce qui me paraît encore une fois très important, c'est finalement, derrière cette question de la liberté d'expression, c'est qui pour moi évidemment va de soi. Je veux dire, surtout avec le métier que j'exerce, je ne vois pas comment je ne pourrais pas être un ardent défenseur de la liberté d'expression. Mais c'est toute la question finalement qui est posée du rapport. On n'a pas parlé du rapport au sacré finalement. Qu'est-ce qui est sacré pour chacun d'entre nous et comment, d'une part, voilà, je vois deux questions qui pourraient conclure éventuellement notre échange, puisque dans 3 minutes, nous arrivons à la fin de cet échange. Deux questions qui pourraient conclure notre échange. La première question, c'est quel rapport nous-mêmes, nous personnellement, nous entretenons à ce qu'il y a de plus sacré pour nous, au sacré, hein, à ce qu'il y a de sacré ou de plus sacré. Et comment ne pas transformer ce sacré, comment ne pas, alors si nous sommes croyants, comment ne pas faire de Dieu une idole, de Dieu lui-même, parce qu'on peut faire de Dieu lui-même une idole. À partir du moment où on est persuadé, par exemple, de l'avoir dans sa poche, d'en connaître tous les contours et de savoir quelle est la définition exacte de Dieu. Il y a des gens c'est magnifique. Moi, je vois des gens qui ont Dieu dans leur poche, ils savent exactement ce que pense Dieu, ce qu'on doit faire, etc. C'est un enfermement, pour eux comme pour Dieu d'ailleurs, c'est un enfermement. On met Dieu en boîte, on le met dans des définitions, ou on le met dans des… Voilà, on parle à sa place en quelque sorte. Et donc, on en fait une idole. On transforme Dieu, qui est censé être l'antithèse de l'idole, on en fait une idole. Voilà. Donc la question, c'est quel rapport nous-mêmes nous entretenons à ce qu'il y a de plus précieux pour nous. Est-ce que nous sommes capables de garder de la distance avec ce que nous croyons de Dieu, avec nos images, avec voilà. Est-ce que nous sommes capables de garder cette distance-là? L'humour pouvant nous y aider d'ailleurs. Hein, l'humour et l'intelligence, c'est la réflexion. Voilà. Quelle distance nous gardons par rapport à ce qui est le plus précieux pour nous? Est-ce que nous sommes en fusion ou est-ce que nous sommes capables de, enfin fusion au sens négatif du terme, fusionnel, hein, vous voyez ce que je veux dire? Ou est-ce que nous sommes capables d'avoir cette distance saine, salutaire, qui permet de s'interroger sans cesse et de se dire, ben voilà, moi c'est ce que je crois, mais peut-être que dans ce que je crois, peut-être qu'il y a des représentations, peut-être qu'il y a des images, peut-être qu'il y a de l'idolâtrie, peut-être qu'il y a des idoles. Bon.
Ça, c'est la première question. Et puis la deuxième, c'est de se dire, bon, il y a ce qui est très précieux pour moi, mais il y a ce qui est super précieux pour les autres. Et peut-être que leur précieux à eux, leur sacré à eux, vient s'entrechoquer avec le mien. Et dans ces cas-là, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je m'enferme dans ma secte en considérant, ou dans mon ego, en considérant que mon ego et ma secte vont me sauver et que c'est moi qui ai raison et que les autres sont dans l'erreur et que les autres, c'est Satan. Alors, pardon, tout à l'heure, j'ai parlé des croyants, je n'ai pas parlé de ceux qui n'ont pas, de ceux qui croient à autre chose ou qui n'ont pas de foi religieuse, on va dire. Pareil, hein. Est-ce que le bien le plus précieux pour moi, ça peut être liberté, égalité, fraternité, par exemple? Quelle distance j'entretiens avec ces valeurs, par exemple, hein? Je dis n'importe quoi, enfin, je donne un exemple. Hein. Mais ce que j'ai dit pour les croyants est valable aussi pour ceux qui ont d'autres formes d'aspiration ou de conviction. Hein, voilà, que les choses soient claires. Quelle distance je garde avec ce qui est le plus précieux, le plus sacré pour moi? Et enfin, donc la deuxième question, c'est comment j'accepte de rencontrer l'autre, parce que la rencontre, elle a quelque chose de sacré aussi, la rencontre de l'autre. Être des hommes et des femmes, c'est aussi être en relation les uns avec les autres. Donc comment je vais préserver la relation, sachant qu'on a des sacrés qui peuvent s'entrechoquer. Je vous donne juste un exemple, un seul exemple. Je ne veux pas nous éloigner de notre sujet, mais quand même, vous allez voir, c'est un peu un seul exemple. Sur la question de l'avortement, il y a des gens pour qui, prenons un peu de recul, il y a des gens pour qui ce qui est sacré, et c'est souvent les catholiques, les croyants, peut-être plus les catholiques d'ailleurs que les autres religions, il y a des catholiques pour qui ce qui est le plus sacré, c'est l'enfant à naître, l'embryon. Hein, l'embryon, quel que soit le degré de son développement, et il n'y a que ça qui compte. C'est sacré. C'est l'embryon et tout le reste, en gros, ne vaut rien, puisque le sacré évacue, finalement, a tendance à… Il prend toute la place. Hein. Et puis, vous avez en face un autre sacré, si on regarde les choses froidement, qui est tout aussi… Il faut comprendre la cohérence de chacun. L'autre sacré en face, qui est une autre cohérence, qui est celle de dire, mais ce qui compte, c'est les femmes qui ont été trop longtemps soumises. Il faut qu'elles puissent décider, il faut qu'elles puissent choisir leur corps, ce qu'elles font de leur corps. Il faut qu'elles se libèrent de la tutelle patriarcale, etc. Enfin, je prends exprès plusieurs arguments, mais on voit bien qu'il y a quelque chose de sacré là dans le libre choix, dans le fait de pouvoir choisir. Donc dans une liberté de choix, dans une émancipation, etc. Et c'est tout aussi sacré pour eux. Faut prendre conscience de ça pour ces personnes qui croient ça. Et moi, j'avoue que ce qui m'a permis de résoudre un peu la question, c'est d'essayer de désacraliser précisément. C'est là où je suis pour faire tomber les idoles. D'essayer de désacraliser la question. Et je pense que à force je pense que la liberté d'expression mérite mieux que d'être sacralisée. Elle mérite d'être pratiquée, elle mérite d'être critiquée dans ses abus, elle mérite d'être défendue, mais elle ne mérite pas d'être sacralisée. Voilà. De la même manière, parce que dès qu'on s'enferme dans quelque chose de sacré, on prend le risque, finalement, de ne plus être dans une dynamique d'intelligence, de réflexion, de confrontation, de dialogue, de rencontre de l'autre, qui peut nous permettre d'avancer avec lui. Voilà. Et donc, c'est pour ça que la sacralisation, pour moi, n'est pas… alors, vous allez me dire, il y a forcément encore un autre sacré derrière, forcément. Bah, oui, peut-être. Moi, je sais qu'il y a quelque chose, mais là, je suis prêt à être interrogé moi-même. Mais je pense que s'il y a bien quelque chose qui est sacré dans la vie, c'est les liens que nous avons les uns avec les autres et les liens que nous avons avec l'autre, avec le tout autre quand on est croyant, et que ces liens-là, le fait de pouvoir garder le lien, de pouvoir vivre ensemble, de pouvoir bâtir une société ensemble qui soit plus juste, plus fraternelle, plus inclusive, avec ces différences d'appréhension et de sensibilité, pour moi, est capitale. Voilà. Et donc, méfions-nous de ce sacré qui conduit à la guerre. Voilà. Parce qu'il y a des sacrés qui conduisent à la guerre. Hein. Et c'est un peu ce qui se passe aujourd'hui, quand même. Il y a une guerre sociale qui se joue là.
Voilà. Merci Laurent, merci pour ces riches questionnements qui vont faire qu'on va passer un dimanche, un bon Voilà. dimanche. Voilà. Alors, on espère se retrouver dans 15 jours avec donc notre grande rencontre interreligieuse. On l'appelle toujours le colloque parce que c'était le nom que l'on donnait, et le colloque de Saint-Jacques. Donc, on a choisi, non pas pour l'humour de Dieu, mais pour le thème comme thème, les religions menacent-elles la République. Donc, samedi 30 janvier, on se rejoint à 9h30 avec une première table ronde sociétale. Pendant que tu parles, Magali, pendant que tu parles, est-ce que tu peux mettre le lien d'inscription peut-être dans Oui, la tout à fait, conversation? c'est vrai. Ouais. Eh ben, très bien, je vais faire ça. En même temps que je parle, voilà, j'essaye de… Ou alors moi je vais le faire. Voilà, c'est plus simple. Oui, vas-y. Voilà, non, pas de problème, ça y est, c'est fait. Voilà, et donc on aura une première table ronde à 9h30 avec Valentine Zuber, historienne, Daniel Verba, sociologue, Lucie Roche, formatrice à Convivencia, spécialisée sur le fait religieux en entreprise, Nicolas Cadenne, rapporteur général de l'Observatoire de la laïcité, une autre conférence, une autre table ronde à 16h30 avec Karima Berger, autrice de romans et essais, Martine Cohen, sociologue des religions et de la laïcité, Daniel Lenoir, qui est président de Démocratie et Spiritualité, Victoria Villot, coexistante, chercheuse en société, sciences et religions. Et puis le dimanche matin, nous voit notre dernier rendez-vous à 10h, comme là ce matin. Comment ne pas se séparer les uns des autres? Une table ronde autour des écritures et des pensées avec Mohamed Bajrafil, théologien musulman, Florian Chilsky, rabbin, Vincent Pilet, bouddhiste, Antoine Guggenheim, prêtre catholique, et Henri Ribaud-Danissen, coexistant agnostique. Voilà. Alors, vous voyez, beaucoup d'intervenants. C'est vrai que c'est la richesse aussi de notre rencontre interreligieuse. Beaucoup d'intervenants qui vont se rassembler, on espère, à Kiwanda, sur le lieu de coexister. L'association, le mouvement des jeunes interconvictionnels, coexister. Si vous ne connaissez pas, peut-être vous aurez l'occasion de les rencontrer là, dans cette rencontre en visio. C'est vrai que ce n'est pas pareil sur place. Sur place, on vit beaucoup de moments de fraternité, d'amitié. Ça, c'est ce qui ressort souvent de ces rencontres. Bon, eh bien, là, on va vivre autrement cette rencontre et on espère avoir un public nombreux venant de partout. N'hésitez pas à faire part de cette rencontre autour de vous. Et voilà, n'hésitez pas à inviter tous vos amis de toute la France et de l'Europe et de tout ce que vous voulez pour rejoindre ces 3 visioconférences. Voilà, Laurent, peut-être quelque chose à dire là-dessus? Non, que moi je serais personnellement très heureux de vous retrouver dans 15 jours, puisque je vais animer 2 des 3 tables rondes, celle du samedi. Voilà. Et puis voilà, et je voudrais vous remercier d'être venu nous rejoindre ce matin, et je vous souhaite à tous un très très bon dimanche. Voilà. Un grand merci. Merci. Continuez à user de votre liberté d'expression dans le respect des autres. Voilà. Merci bien. Allez, voilà. Bon dimanche. Merci. Merci beaucoup.